Salabim. Salut à toutes et tous et bienvenue à un nouvel épisode dans Un regard dans l'abîme, accompagné de Jules, qu'on a dit. Salut. Salut. Pour notre 9e épisode, encore dans les programmes, on va rester dans nos solitudes. Quoique, je vais faire une série aujourd'hui, je pense que j'ai jamais parlé de séries. Ouais, peut-être. Ouais. Mais il Ouais, y a un jeu nous, de on rôle. en avait parlé de séries déjà, mais ça venait plus de moi. Oui, c'est ça. Je ne vais pas parler. Ça va être une longue excuse pour parler longtemps dans une série précis, sans pas de spoil. Il y a un jeu de rôle que je présenterai. Et toi? Et moi, je vais parler d'un film animé japonais et d'une série audio. D'accord. Ben écoute, vas-y. Allez, on va commencer par l'animé. Donc, je vais vous parler de Ninja Scroll. Donc, Classique. Ouais, un classique pour ceux qui aiment bien. Première du nom ou deuxième du nom? Le premier, celui de 1993. Pas la série, c'est vraiment le film. D'accord. Mais il y avait un deuxième film ou c'était un deuxième série? Alors, le deuxième film, c'était pas vraiment Ninja Scroll, mais ça reprenait les visuels. Effectivement, il y a une sorte de séquelle, mais c'est pas. D'accord. C'est Tu viens pas- de dire les titres et on dérive déjà. Donc, C'est pas. Ouais, non, mais ça va de plus en plus vite. Bientôt, on dira plus bonjour, même. On va partir direct en dérive. Mais ouais, non, effectivement, il y a une deuxième film dans le titre, il y a Ninja dedans. Ouais. C'est les mêmes producteurs, c'est les mêmes scénaristes, mais c'est pas avec les héros de D'accord. Ninja Scroll. Ok. Voilà, après, c'est ça. Donc Ninja Scroll qui est pour moi un film iconique, mais j'y reviendrai plus tard. Hein. Je pense que pour beaucoup de gens dans les années 90, début des années 2000, ça a été un film. Je tiens à dire que je garde un vague souvenir. Je l'ai vu, c'est sûr, Ouais. sûr et certain. Ah, moi je l'avais poncé à l'époque parce que c'était une époque où j'expliquerai plus tard. Vas-y. J'expliquerai plus Avance. tard. Donc je vous parle donc de Ninja Scroll dont le titre original est excusez-moi pardonnez-moi plutôt pour la prononciation, mais c'est Jubai Nippuncho. Donc je pense pas que Ninja Scroll soit vraiment une traduction littérale du titre, puisque dans le titre il y a le prénom du héros, donc qui n'est pas du tout dans la traduction. Cela étant dit, dans les titres japonais, c'est traditionnel. Oui, c'est très très rare. Parce que d'ailleurs, normalement, les titres internationaux, c'est même les mêmes auteurs qui les choisissent en général. D'accord, ouais. Bon, bah écoute, il a choisi ça du coup. Ouais. Et donc c'est un film parce que c'est pas un animé, il est pas considéré comme un animé, c'est un film. Série animée. Un animé, ça peut être un Là film c'était aussi. un film, là c'était même pas une série. Hein. Oui, mais animé. Ouais, c'est un film animé. Ouais. C'est pas un animé. Ouais. Et donc, qui date de 1993, réalisé par Yoshiaki Kawajiri. Bon, alors, le nom va peut-être pas parler, ou alors par rapport aux fans hardcore de l'animation japonaise, ça va parler, mais il est notamment connu pour être un des fondateurs du studio Madhouse, qui est un studio qui est hyper réputé au Japon, et qui a une histoire hyper longue, parce que du coup, ça a été fondé dans les années 70. Et ça court encore d'ailleurs. Et donc ils ont travaillé sur Rémi sans famille. Ils ont produit Rémi sans famille, Trigun, Sakura, Hippo, Monster, Death Note, Hunter x Hunter, la première saison de One Punch Man. Ouais. Ils ont fait des films aussi et des OAV qui sont assez... notamment un encore qui est assez iconique pour le fin des années 90, début des années 2000, qui est Perfect Blue. Ouais. Qui est un polar. C'est un manga, mais d'abord. De ouf, ouais. Et Gum, ils ont travaillé sur les OAV de Gum. D'accord. Ah ouais, c'est quand même. Donc c'est un studio qui a bien roulé sa bosse. J'ai pas mis forcément tout ce qu'il y avait parce que ils ont un catalogue. Il suffit d'aller voir sur internet pour ceux qui sont vraiment curieux. Mais voilà, j'ai parlé des séries vraiment impactantes d'un point de vue de la pop culture. Et pour ma part, parce que moi c'est mon chouchou, c'est mes OAV chouchou en plus de Ninja Scroll du réalisateur. Il a travaillé sur Oedo 808 Cyber City, qui est un triptyque, c'est une OAV en 3 épisodes où on suit, ça se passe dans un monde cyberpunk, hein, donc, et on suit trois
policiers entre guillemets. C'est 3 repris de justice et qui aident la police à combattre. D'accord. En gros, c'est l'équivalent d'un Suicide Squad, c'est-à-dire qu'on envoie des gros bâtards qui sont condamnés à mort ou à 500 ans de prison. En fait, ils vont résoudre des crimes pour baisser un peu leur peine et en même temps. Enfin voilà, mais c'est pas mal parce que il y a des intrigues vraiment qui tournent autour du monde cyberpunk, mais il y a aussi des trucs un peu fantastiques. C'est cyberpunk fantastique, c'est un peu chelou comme mélange, mais ça passe c'est bien. pas du tout Et chelou. pour ceux qui connaissent pas, vraiment, allez voir Oedo 808, c'est vraiment très sympa. Bon, pour en revenir à notre histoire de Ninja Scroll. Donc, ça se passe dans le Japon féodal à l'ère de Edo. On est sur l'ère des Toyotomi. Donc du Japon médiéval, et nous l'histoire va suivre. Alors ça commence par une scène d'exposition qui ne présente pas du tout le perso principal. On va suivre un groupe de ninjas qui va enquêter sur les ordres d'un gouverneur local alors il me semble qu'au début l'enquête elle mène sur 2 points, c'est-à-dire qu'il y a eu un naufrage d'un navire de l'Empire du Japon, enfin du shogun. Et en même temps, il y a un village juste à côté de la préfecture qui connaît d'un coup, comme ça, une espèce d'épidémie de peste ou de choléra, on ne sait pas trop bien, mais en gros, ça a décimé le village. Et pour limiter la propagation du mal, ils font une quarantaine autour du village et ils envoient ce fameux groupe de ninja Koga pour enquêter. Et ils se font défoncer par un espèce de gros ninja avec un corps en pierre qui a une lame boomerang. Et là, on comprend très rapidement que ça va être très sanglant parce que la moindre coupure fait perdre 5 litres de sang à la personne. Donc c'est assez visuel, on va dire, graphique. Mais, cela étant dit, la moyenne des litres par personne, c'est entre 50 et 100. Ah oui, oui. Il y a, dans un corps humain, il doit y avoir 100 litres de sang. Enfin, Au minimum. Du moins dans Ninja Scroll, il y a 100 litres. C'est ça. Et pour le héros, il y a le double parce que. Encore pire. Parce que lui, il a une blessure à partir du début et il saigne jusqu'à la fin. J'exagère. Et c'est très graphique, on va dire. Ils sont un système de reproduction très rapide. C'est ça. Ils métabolisent à mort. Ils ont un bon métabolisme. Et donc, une fois cette scène d'exposition passée, on va basculer sur le héros qui s'appelle Jubei Kibagami, qui est inspiré d'un vrai samouraï qui a existé d'ailleurs. Bon, après, c'est pas du tout. C'est pas une histoire vraie. C'est inspiré c'est inspiré par des gens qui ont existé, mais c'est totalement romancé, mangaïfié. C'est fantastique. Voilà, parce que là, on est sur une histoire clairement fantastique. C'est pas un truc, vous attendez pas à des trucs réalistes et tout. Là, ça part dans tous les sens. Et donc, ce Juba, il va se retrouver. On va suivre ses ennuis. C'est pas ses aventures, c'est ses ennuis parce qu'en fait, le gars va se retrouver vraiment clairement au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est par un concours de circonstances, il va se retrouver à sauver la dernière survivante du groupe de Ninja Koga qui s'appelle Kagero. Et il va la sauver des griffes du ninja en pierre. Et il va se retrouver embarqué donc, dans cette histoire-là. Enfin, il part en pensant qu'il va être tranquille et en fait il se fait rattraper par un autre espion du gouvernement là qui s'appelle Dakwan, qui est une sorte de vieillard qui fait vieillard sénile, mais qui a des aptitudes lui aussi puisque c'est un espion du gouvernement. Et il va se retrouver forcé contraint et forcé d'enquêter sur ces fameux groupes de ninjas qui s'appellent les 8 démons de Kimon. Et c'est là que le fantastique entre en compte. Bon, déjà, on avait le ninja en forme de pierre qui nous disait que je pense qu'il est c'était pas réaliste. Mais voilà, il y a après. Non, il n'y a pas de ninja en pierre. Non, ça n'existe pas. Ça existe pas. Et chaque démon de Kimon a une spécificité qui lui est particulière. Et ils sont vraiment très très bien écrits parce que c'est tous des pourritures qui sont très marquantes pour ceux qui ont vu
le manga, je pense. Ouais. Donc ça c'est pour placer l'histoire. Après, là encore, je vous donne la trame de base. Je dis pas ce qui se passe, où ça va, et à vous de voir. Mais ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le film, l'écriture, la réalisation, tout ce qui a trait au film, pardon, excusez-moi, fait partie de l'esthétique gore au service de l'action. C'est-à-dire que c'est un film d'action gore. Et c'est fun. c'est fun. Ouais. C'est fun. Voilà, c'est pas un film où il va y avoir des plans qui durent 4 heures avec des dialogues qui durent, voilà, pareil. Le film, je pense. Par contre, il y a beaucoup d'épées et beaucoup de Voilà, sang. le film fait 1h30, ça c'est du concentré d'action, mais c'est pas que de l'action. Il y a quand même une histoire, une c'est enquête, quand même très, très, très bien écrit. Et voilà, ça y va, c'est très gore, c'est très punchy au niveau de la dynamique. Et je regarde si j'ai oublié un truc. Non, j'ai pas oublié de truc à dire. Bon, c'est un film mature. Ouais. Voilà. Ouais, ça étant dit, film amateur, c'est qu'il y a une grosse différence entre la culture de l'anime et des mangas japonais et occidental. Oui. Nous, pendant des années, Oui, dessin animé jusqu'à égale, récemment, voilà, dessin dessin animé égale animé au BD égale C'est ça. enfantin ou adolescent. D'ailleurs, Au Japon, voilà. cette Non, barrière, ça n'a n'a jamais existé. Non, je dirais que ça n'a jamais existé, oui, effectivement. Parce que même à l'origine du Oui, manga, oui, c'est déjà amateur de voilà, base. c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais je pense que Ninja Scroll en Occident, et notamment en France, fait partie des films qui ont permis de diaboliser Oui. la culture japonaise, que voilà. Bah, diaboliser, c'était ça, violent. ça c'est pour toutes les fachos cons Non, mais qui c'est parce ont que envie de dire des conneries. Mais à notre génération, ça nous a permis de découvrir une façon d'animation oui, qu'on n'était pas autre habitué. chose, bien sûr. Parce que nous, on a passé d'avoir, on va exagérer parce que c'est plus vieux que nous, mais d'avoir Heidi à Oui, avoir bah oui, c'est Dragon Ball en train de s'arracher les C'est ça, vêtements c'est ça. et de se péter la gueule à coups de poing. Ken le survivant, tout Ouais. ça. Quel est survivant à l'Espagne, ça passait jamais dans Ouais. horaire, ça a été jamais. Nous, on se demande comment ça a pu passer, c'est parce que c'est les doubleurs qui avaient fait Ouais. pression à Ah l'époque. non, à l'Espagne, c'est tous ceux qu'on connaissait, les points de l'étoile du Nord. Ouais. Je refuse de l'appeler les survivants, désolé. Octonoken. Tous on l'a vu parce qu'on était des aficionés au Bien sûr, manga. Quand ça passait à la télévision catalane, mais ça passait à partir de 10 heures. Oui, j'allais dire à minuit même. Mais ouais, non, mais après le problème c'est qu'en France, nous, ça passait pour les enfants. Oui. Ce qui était pas du tout, c'était pas du tout fait pour les enfants, et les épisodes ils duraient un quart d'heure, ils étaient tellement censurés qu'un épisode de 22 minutes perdait. Mais si on arrive à censurer Dragon Ball, mon Dieu. Ah oui, ils ont censuré. Mais ouais, non. Bref. Mais voilà, Ninja Scroll 1993, c'était en pleine polémique, voilà, parce que les dessins animés étaient forcément pour les enfants, et ben là c'était pas le cas. Hein. Donc pour les parents qui sont pas très regardants et qui ont mis leur gamin devant Ninja Scroll, bon ben c'est pas forcément la faute du gosse. En fait, c'est peut-être la. Il faut être con, hein. Peut-être qu'il faut se renseigner. Ouais, ben, on voit un dessin animé, on se dit, bon, allez, vas-y, c'est un dessin animé, on regarde. Et après, on retrouve le petit apeuré devant la télé, il s'est pissé dessus. Non, et je tout. pense que c'est trouvé les petits en train d'acheter un katana. Oh, aussi. Il y a ces deux possibilités. Hein. Soit c'est 15 ans de psychanalyse, soit c'est. Bref, je pense que la 80% ont fini pour vouloir un katana. C'est ça. Oui, je pense aussi. Mais voilà, donc c'est un film mature, un film d'action qui a 30 ans hein, déjà, puisque 1993, et qui n'a pas vieilli. Enfin, franchement, il est même. Enfin, moi je trouve que sur certains aspects, même il a tendance à mettre une race à certains animés qui sortent récemment et qui sont tout faits à l'ordinateur, et pas avec autant de précision et d'attention que ce qui a été fait pour Ninja Scroll. Parce que c'est pas les animations, on n'a pas les animations des séries japonaises où c'est du 4 images par seconde, où c'est très haché.
Non, non, là on a une animation, Oui. c'est fluide, il y a des effets spéciaux qui vont avec, les effets spéciaux de l'époque, hein, mais qui vont avec et qui sont vraiment, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça, pour moi, c'est mon avis personnel, ça n'a pas vieilli du tout. Donc les dessins sont au top, l'écriture est au top. On a vraiment un travail je trouve en termes de qualité, c'est un travail d'orfèvre, hein, donc, dont nous a habitué le studio Mada, ça d'ailleurs, par rapport à toutes les productions que j'ai citées précédemment. Bon, on s'ennuie pas du tout, ouais, ça défouraille tout le temps, et pour autant, comme je l'ai dit, ça raconte quelque chose. C'est très manga en fait. C'est compact, c'est clair, c'est précis. C'est une définition très vague, hein, ça. Ouais, non, mais je veux dire, ça va droit au but. Non, En fait. si, j'ai compris. Ça tergiverse Je pas. taquine. Mais... C'est droit au but et il faut le voir. Il faut vraiment le voir. Bon, moi, mention spéciale pour moi aux 8 démons de Kimon, hein, qui sont de vrais méchants pour le coup, de vrais méchants charismatiques. Ils sont pourris, ils sont vicieux, ils sont orgueilleux, ils sont forts, mais plus. Enfin, voilà, ils mettent à mal vraiment absolument. Même le héros qui se détache du lot par rapport au Jubai qui se détache du lot par rapport aux gentils. Bon, il prend cher à chaque combat. Et bon, leur faiblesse réside dans le fait que c'est des méchants. Et comme c'est des méchants, ils savent pas se battre ensemble. Parce que s'ils se battaient ensemble, ils auraient gagné en fait. Voilà. Donc, c'est la logique qu'on a vue pendant longtemps. Après c'est. Mais ça reste. pour tous les shonen. C'est ça, c'est très shonen. C'est très shonen. Mais en même temps, il a un petit goût que les autres shonen classiques n'ont pas, je trouve. Je trouve personnellement. Et donc, pour vous résumer... En tout cas, ce que c'est clair, c'est que dans mes souvenirs d'enfance, quand on parlait d'enfance, quand même 93... oui, on commençait à être... Enfin, moi, j'étais encore un petit peu... Moi, je ne l'ai pas vu en 1993. Je ne l'ai pas vu en 1993. Mais en tout cas, c'était un nom qui revenait souvent pour un truc que tu devais voir, quoi. Oui. C'était un référent. Si tu étais un peu dans l'anime ou tu étais un peu otaku, c'était une référence à voir. Ça faisait partie des trucs à voir. Après, avec des autres, hein, comme Akira pas les rater. Oui, voilà. Mais c'est dans cette ligne-là. D'ailleurs, le réalisateur... il est dans cette mouvance-là de Akira, des mangas à l'époque, enfin, des animés qui étaient révolutionnaires pour l'époque. Il fait partie de cette révolution de l'animation mature. Ouais. Et donc occidental. Oui, en Occident. Pour résumer, les 8 démons de Kimon, quand même, je vais vous les présenter parce que c'est quand même cool. Il y a Teisei, donc c'est le fameux ninja au corps de pierre avec une lame qui fait 5 mètres de long et qui est boomerang. En plus, on ne sait pas trop comment. En plus, c'est boomerang, mais qui va à 2 km, qui vise précisément la personne et en plus qui reviennent dans la main du gars. C'est juste magique. Après, on a Benisato. Non, c'est que des ingénieurs, ils l'ont dessiné. Oui, voilà, c'est ça. C'est une logique impeccable. Après, on a Benisato qui est la reine des serpents, où elle va manipuler les serpents, elle peut disparaître, elle peut faire des mues et disparaître, se soustraire. Enfin, c'est belle méchante aussi. On a Mudizo qui est le maître des guêpes, qui est bien flippant. C'est pas le plus fort, clairement, mais il est bien chelou et bien flippant quand il apparaît. Déjà, en tant que nom, maître des guêpes, c'est... En fait, c'est un bossu et dans sa bosse, en fait, il a une ruche. D'accord. Et il manipule les guêpes. Enfin, c'est un méchant assez emblématique. Après, tu as un gars, bon, lui, il a un nom, excusez-moi pour la prononciation encore, Utsuzu Mujuru. C'est un samouraï aveugle qui, lui, a les 5 sens qui lui restent sont hyper développés. En fait, il est meilleur que les gars qui voient, en fait. On a Shijima qui est le maître de l'ombre. Lui, il disparaît dans les ombres, il réapparaît. Donc, quand le soleil est couchant, il est imbattable, quoi. Il y a Yurimaru qui est le bras droit du méchant principal qui, lui, va utiliser des fils invisibles. Alors, pour tout, hein. Il va étrangler les mecs, il va communiquer. Il met le fil dans la bouche, l'autre à 10 km, il met le fil dans la bouche et c'est les téléphones. Ouais. Ces mecs, ils arrivent à se parler. Et il a le pouvoir d'électrifier ses fils, c'est-à-dire que c'est une araignée électrique.
Et pareil, méchant emblématique, très intéressant. Après, il y a Zakuro qui est, c'est la maîtresse des explosions, des explosifs. Elle peut tout faire avec de la poudre, même faire des leurres. Elle change des êtres humains en bombes vivantes. Enfin, voilà, c'est-à-dire que voilà. D'accord. Tu vas libérer quelqu'un et au moment où tu le libères, il pète. il explose, c'est assez violent. Et enfin, le méchant. Imuro Genma ou Genma, ça dépend quelle prononciation on en fait. Si on prononce à la française, c'est Genma, si on prononce à la japonaise, c'est Genma, qui est le chef et qui est clairement le plus puissant des démons, puisque lui, son pouvoir, pareil, les gars, ils n'ont pas qu'un pouvoir. Donc il est immortel, il se régénère, et en plus, il peut changer d'apparence à volonté. Donc, autant que faire. Voilà, donc c'est un Wolverine plus en fait. C'est ça. Il arrive, tout est possible, tout est possible. Ouais, donc pour donner mon avis, pour finir cette chronique, il faut regarder-le. Si vous aimez les animés que vous connaissez pas par je ne sais quel hasard, regardez, ça fait partie quand même des films qui sont peut-être moins reconnus que Akira, mais qui au final Peut-être. j'allais dire se valent, mais pas vrai. Ça reste un gros film d'action en fait. Il n'y a pas la portée. Il est difficile d'être Voilà, au niveau d'Akira. Il n'y a pas la portée Même, poétique de Akira, en ouais, fait, on va dire. mais même au-delà, parce qu'à niveau des goûts, les couleurs, on pourrait avoir la thématique ou pas, etc. Mais à un niveau de l'impact qu'il a au Akira, Oui, non. en termes d'impact, il ne peut pas les comparer. Non, parce qu'Akira, il y avait des notions philosophiques que n'a pas Ninja Scroll. Oui, mais en plus, à niveau d'impact, qu'est-ce qu'il a fait, ce film? C'est qu'est-ce qu'il a causé? L'existence d'Akira, il a chamboulé, il a vraiment catapulté toute l'animation japonaise à l'international. Il marque encore des générations. C'est ça. Alors il y a encore c'est un film qui est le même que Ninja Scroll. Ok, même si on peut voir la version restaurée 4K machin, mais il prend pas un rythme. Non, Akira, d'ailleurs il était ressorti il n'y a pas longtemps. Ouais, 4K, si, je suis allé voir en 4K. Ça passe bien. C'est pas si récent, c'est juste après Penda ou juste après les Covid qu'il est sorti en remasterisé 4K. Voilà. Et moi pour ma part, pour revenir à Ninja Scroll, je l'ai découvert à une époque. Je sais pas si vous avez eu ça en Espagne, mais nous en France, on a eu une période où on avait plein de séries de cassettes qui sortaient. Je parle de l'époque des magnétoscopes, pour ceux qui ne connaissent pas. On avait plein de séries qui sortaient chez les marchands de journaux. D'accord, oui. Et ils avaient créé, à l'époque où j'étais au collège encore, ils avaient créé une série qui s'appelait Manga Mania. D'accord. Et en fait, tous les mois, tu avais une ou deux cassettes qui sortaient. Et ça m'avait permis de découvrir des pépites que j'aurais jamais pu découvrir comme ça. J'avais le numéro d'entrée, c'était le film de Cobra. Qui est fantastique aussi. Il y avait le film de Cobra j'ai découvert donc Ninja Scroll, j'ai découvert Megalopolis aussi, qui, si tu connais pas, démons. Si. Et ça sortait chez le marchand de journaux en libre accès pour des enfants au collège, alors que c'était pas du tout de notre âge. Et du coup, je me souviens quand j'ai vu la cassette de Ninja Scroll, je suis resté un peu interdit en fait, parce que c'était clairement pas du tout de mon âge. Mais j'ai regardé ça et au fur et à mesure, une fois passé un peu le choc. En 93, s'il est sorti, il a dû être en cassette quoi? C'était les 95? C'est sorti bien après quand même. 95, 96 moi, ouais, c'est ça. Ça devait être 96, un truc comme ça où j'ai découvert ça. Mais c'est. J'avais déjà 19 ans. Ouais, moi j'étais au collège. Et vraiment, j'étais pas en troisième. C'était pas de mon âge, clairement. Mais voilà, ça n'empêche que j'ai kiffé. Et la cassette vidéo, j'ai dû la regarder au moins 25 fois. C'était un film que tu montres à tous les copains quand ils venaient le samedi. Regarde ce que j'ai. Le bras coupé qui ça repeint toute la nature. Oui. On a tous fait ça. On a tous passé par ça. Et donc, regardez-le, c'est une histoire qui est, contrairement aux productions d'aujourd'hui, qui n'est pas du tout aseptisée. Ça saigne, il y a des viols, il y a des démembrements. Je pense pas que les productions japonaises soient aussi aseptisées. Non, ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles, mais je pense mais pas à l'époque, il y avait une liberté de ton que même les films japonais ont moins maintenant, je trouve.
suis pas sûr, non. Je suis Il y a pas une sûr. espèce de jusqu'au boutisme qu'il y avait, enfin moi je trouve qu'il y avait à Je suis l'époque. pas qu'il y a pas- sûr. Si on parle vraiment des films d'animation japonaise, Ouais. si on parle de ça, forcément, si on parle dans Ghibli, il n'y a pas ça, mais Non, parce qu'ils non, l'ont bien sûr jamais que fait. non. Bien sûr Mais que non, mais c'est déjà des films, je pense pas qu'ils soient Voilà. si aseptisés que ça. Même à l'actualité. Ouais, ouais, Après, mais c'est les regards occidentaux qu'on s'avoue trop prudent, trop moi, je trop- trouve que par rapport aux productions, moi je prends l'exemple de Dragon Ball par exemple. Dragon Ball, comme on l'avait quand on était jeune, où ça saignait quand même pas mal. Là, tu vois Dragon Ball Super, il saigne plus, il galère Ouais, plus. mais parce qu'ils sont cons, c'est tout. Voilà, Mais c'est pas les bons exemples. C'est parce que ils sont un regard plus internationaux que. Ouais, ouais, mais Euh, c'est dommage parce que, enfin, moi je trouve que les films, les films, pas de niche, hein, les films qui s'exportent vraiment ont ce côté où on aseptise un peu pour que ça plaise. Alors que c'est ça qui est fun. C'est le jusqu'au boutisme, c'est le fait de dire ouais, on y va, on se lâche, on fait, et ça donne un truc qui a du corps et qui a du sens. Même, et. Enfin, c'est impactant, ouais. Moi, je m'en souviens, ça ne m'avait pas choqué, parce que bon, j'avais quand même. J'étais pas jeune, mais clairement, j'avais pas l'âge de regarder ce truc, mais c'était incroyable quand je l'ai vu. Et c'est un truc qui, même encore maintenant, je l'avais pas revu parce que je l'ai revu il y a 2 mois, le film. Mais je me souvenais de tout, les musiques, les sons, les combats. ça, c'est parce que tout simplement, tu l'as vu plein de Oui, fois. oui, non, mais en fait, je l'avais poncé 25 fois quand Oui, j'étais oui. au collège et après, je l'avais plus regardé jusqu'à. Oui, mais ça garde. Mais ouais, c'est incroyable. Voilà. Et pour vous donner quand même, toujours, pour finir là-dessus, sur les avis d'autres personnes qui l'ont regardé, pour dire quand même la qualité intrinsèque du film, c'est que sur Sens Critique, sur 2300 votants, il a 7,5 sur 10. Sur Allociné, 3,7 sur 5 sur 340 votants. Et sur IMDB, sur 40 000 votants, en gros, il a 7,8 sur 10. Donc ça reste quelque chose. C'est assez conforme, quoi. Voilà, et puis c'est un film qui, malgré tout, est reconnu. Alors, certes, il n'y a pas 200 000 personnes qui ont voté comme la plupart des films dont j'ai parlé ou des séries, mais ça reste un truc. Je pense que ça, peut-être plus de niche, parce que peut-être c'est pour les gens qu'on connaissait, mais c'était quand même, on l'avait toujours en tête. C'était un truc que tu revenais aux années 90 régulièrement, un film à regarder, quoi. C'est ça. Donc c'est ça. ça, j'ai toujours entendu parler de Ouais. Ninja Scroll, toujours, quoi. C'est ça. Depuis qu'il est sorti. Et après, il faut savoir que au début des années 2000, il y a pour les 10 ans du film, le studio Madhouse a fait une série d'une douzaine d'épisodes, il me semble, qui est enfin, j'ai regardé que le début. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, c'est sur YouTube en français et en accès gratuit. Donc allez-y, allez vous faire plaisir. C'est moins impactant que le film. D'accord. On sent qu'ils ont baissé un peu le niveau de gore, ils ont baissé un peu le côté désespéré des actions. Ouais, mais tu c'est vois, un peu- là, il y a un effet opposé. Par exemple, autre série qui est plus moderne, hein, Ninja Scroll quand même. Hellsing, il a eu 2 itérations Oui. aussi. Ouais. La première, il était beaucoup moins violente que Oui. la deuxième. C'est vrai. Ça, c'était exactement à l'envers. C'est ça. Donc, c'est logique qu'ils sont atténués, mais bon, il a le dernier épisode qu'il est sorti, parce qu'on peut sortir chaque 2-3 ans, Oui. c'était des sauts avec vraiment qu'on a pris du temps à tout voir, hein, mais c'était quoi, 2008, 2009, le dernier Oh, au je- ou même 2010. La deuxième version, pour tout avouer, je ne l'ai pas vue. Moi. J'ai la première Ben, version en DVD. c'est de beaucoup, Hellsing. beaucoup mieux. À Ouais. mon avis, c'est que c'est beaucoup mieux. C'est de- Ben, la première version déjà était, ils avaient mis le paquet sur les dessins. Je trouvais que les dessins étaient très bien, mais l'animation était très. Ouais. Ben, là, la deuxième Voilà, version, c'est, ouais, c'est tout. Il y a la totale. c'est ça. Bon, à voir, je regarderai ça. Ouais, ça. Et moi, Ça a j'ai beau les fini- détours. J'ai fini pour la première chronique. Ok. Voilà, donc je vais commencer. Je vais plomber l'ambiance direct, comme ça. Allez, Donc, je vais vous parler d'un jeu de rôle que j'ai découvert. Je ne connaissais pas. Il y a en plus étonnant parce que
c'est un jeu de rôle italien, qu'il a fait une version italienne et anglaise. Et j'ai découvert à Octogone. Je parle de ça, Fears They Came. Parce qu'il y a un studio français, Patrick Ricord, qui est en train de traduire. Ah, cool. Donc normalement pour l'année prochaine on aura une version française. Mais ça m'a tellement attiré le concept que je pas Ah, pu m'attendre. Un anglais, ouais. Mais je le prendrai quand même en français. Toutes les traductions de Patrick Ricord, il fait pas mal de traductions, toutes des jeux de niche que en parlement il faut avoir deux couilles pour les sortir. Parce Oui. que on sait que c'est des jeux qui vont marcher, sont un certain groupe de gens très particuliers, certains ambis. Et celui-là, ce n'est pas une exception. Et je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi je pense que ce jeu, il devait être beaucoup, beaucoup plus connu, même s'il ne le sera pas. Je sais qu'il ne le sera pas. Les formats, il ne l'amène pas à ça. Fears They Came, pour vous donner, c'est une référence à un article d'un peintre écrit en 1946 qui dénonçait l'inactivité des intellectuels allemands face à la montée du nazisme. Donc, dans son discours, il commençait d'abord, ils sont venus apprendre apprendre les communistes ensuite. Donc, c'est un discours très fort pour essayer d'éveiller les consciences pour cette montée du nazisme. Et ce jeu-là, c'est un jeu one-shot qui se joue dans son trait, dans son séance de jeu, qui nous mène dans la peau de tout ce qui c'était les sans-décérables, tous ceux qui s'étaient persécutés pour les nazis en 1942. C'est un jeu vraiment pour des joueurs avertis, mais en majuscule. Ouais, le sujet abordé, ouais. Ouais, parce qu'il n'y a pas juste les sujets abordés, forcément la situation c'est grave. Je vais mettre un très peu de contexte parce que je ne veux pas du tout spoiler parce que c'est important, mais en gros, vous jouez 4 personnages, chacun avec ses caractéristiques. Forcément, vous êtes des gens tous qui vous savez quelque chose pour être persécutés. Et tout ça passe dans un bâtiment, dans un huis clos, au moment qu'ils débarquent les nazis pour vous chasser. D'accord. Et à partir de là, il se passe une certaine scène jusqu'à la conclusion. Et là, je n'en parlerai plus parce que la moindre chose que je vais dire, ça donne Oui, ça des va spoils. ouais. Mais c'est un jeu que, dans la démarche, on voit la taille du bouquin. On va dire, les bouquins, soit tout ce matériel jusqu'à là, ça c'est des règles à peu près. Je veux dire. Tac. À partir de tout ça, c'est des règles, mais juste pour la mise en place des scènes. Ça, c'est tous les matériels du jeu en soi. Et à la fin, il y en a partie pour faire du GN, de grandeur nature, plusieurs conseils. Il y a un dernier article que j'en ferai mention à la fin, plus tard dans ma chronique, parce que c'est très important pour encadrer ce jeu. Ces jeux, pour moi, okay, c'est important parce que tous ceux qu'on a quand même une mentalité, on sait qu'est-ce que ça a été le nazisme, même si on a beaucoup trop tendance à effacer et à normaliser des choses qui se sont passées. Et on ne devait pas normaliser tout ça parce que ce n'est pas du tout normal. On utilise ces mots avec une facilité ahorisante pour tout juger, pour tout mettre, pour tout dire. Et ça perd de son sens du coup. Ouais. Mais là, on va encore plus loin, que c'est, on parle de la perte d'humanité. On parle de jusqu'à un humain, il pourrait aller quand il est poussé au bout. Que c'est ni plus ni moins que ça arrive quand on est persécuté, c'est nié parce que tout le monde a des secrets, il n'y a rien que c'est blanc et noir, il n'y a rien que c'est. Ça demande de survie. Il y a toute cette question-là. Et qu'à ces jours, justement, j'en fais mention, j'en voulais parler aujourd'hui, j'avais cité sur un autre jeu que j'en voulais parler, parce que ça m'a fait tellement de souvenirs, des références à la situation actuelle qu'on a par rapport à des conflits qui courent et que je ne vais pas trop rentrer, hein, mais dans le courant politique. Il n'est pas tant pour juger qui c'est les bons, qui c'est les méchants, qui l'attaque pas, hein, si on parle d'Israël, clairement, mais sans rentrer, c'est
on parle des vraies victimes, que à la fin, c'est l'humanité. Et l'humanité en tant que notre propre essence, et ça qu'on perd sur les chemins. Et comme on voit toute cette montée, ça m'a mis les poils, ça m'érisse les poils juste d'y penser, cette montée de haine, soit d'un côté ou soit de l'autre. À la fin, je m'en fiche. Mais bon, même si on a une haine sur un côté qui est bien plus poussée sur le monde occidental, contre tous les mondes musulmans qui montent, et à la fin, on ne s'aperçoit pas parce que tous ceux qui ont étudié l'histoire, ils sauront que c'est des schémas qui se répètent. On a besoin toujours d'un bouc émissaire à qui foutre la faute dès notre crise. Il y a l'inflation qui monte, il faut trouver un bouc émissaire. Parce que les humains, les êtres humains, on n'arrive pas à s'affranchir de ces instincts tellement abrutis, parce que je ne vais pas le dire d'autre façon. Il nous amène au pire de nous. Donc c'est bien plus facile de trouver un coupable, quelqu'un à qui blâmer, quelqu'un à qui dire oui, voilà, on accepte ça. On a des commentaires tellement tirés pour les chevaux. Je ne parle pas qu'en France, je parle dans toute l'Europe. C'est lamentable. On juge et on ne s'aperçoit pas des vraiment qui sont les victimes de tout ça. Parce que oui, il y a les abrutis, n'en parlons pas. Et ça, c'est ce type de jeu, ce type d'expérience, il nous amène à ça. À découvrir, il y a vraiment nous mettre dans la peau de cette personne-là qui sont persécutées. Peu importe pourquoi. Peu importe pourquoi. La raison, sinon, les jeux qui t'amènent au bout, il y a cette situation-là. C'est un jeu, forcément, comme je l'ai dit, c'est pas tout public. Mais malheureusement, je dois dire que ça devrait être tout public. Il faudrait que ça soit... Presque, ça devrait être un passage obligatoire pour beaucoup de gens. On devrait jouer à l'école. On devrait jouer à l'école à ça. Parce qu'en oubliant, bon, je ne vais pas refaire, oublier les passés, ça nous oblige à répéter. Grande phase de beaucoup de gens qu'il est donné à plein de gens différents. Mais c'est parce que ça arrange bien les gens qu'on oublie, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça permet de reproduire, justement. Et ça, c'est quelque chose. Déjà, les paris d'un éditeur de sortir ça, pour dire qui bravo, il faut avoir des sacrées couilles pour le faire, sachant que ça, juste amortir l'investissement, c'est quelque chose qui va être compliqué. Ça va être compliqué alors que c'est, comme tu dis, moi je trouve que le sujet est très intéressant parce que le fait de proposer de vivre ça, surtout c'est qu'on s'affranchit de ce côté déjà très connu et traité, que c'est les champs de concentration, tout ça. On s'affranchit, vraiment on parle de quoi on est. D'autres choses, oui, bien sûr. On parle de la chasse, quand on est pourchassé, quoi. On est vraiment amené à la plus misère humaine possible. Et tout que ça, il amène, parce que... non, je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a beaucoup de choses qui impliquent des actions qui vont mener. Pour se sauver, on va vendre à notre voisin. Donc c'est tellement grave à y pousser, c'est que vivre cette expérience, ça devait être quelque chose presque de conseillé. Et pourtant, c'est ça un malheur. Je sais, la plupart qui vont jouer ça, c'est des gens qui vont être déjà convaincus. La plupart. Bien sûr. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que c'est quelque chose que ça devait montrer. C'est un truc auquel tu dois préparer, quand tu t'y attends pas, tu dois quand même préparer un peu le joueur. Et puis je pense qu'il faut que si tu fais ça avec un public pas forcément averti, il faut que le maître du jeu soit très bon, quoi. Non, mais il faut avoir des publics avertis, ça c'est clair. Oui, non, mais même avec un public averti, moi je pense que après, moi je suis pas un grand connaisseur du jeu de rôle, mais je pense que le maître du jeu. Ah oui, là, il faut être très fin. Bon. Voilà. Il faut être fin, il faut être factuel. Être bourrin, ouais. Non, mais surtout qu'il faut être factuel. Il faut être froid, il faut vraiment ramener l'histoire au fur et à mesure. C'est ça.
les jeux, il est très 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 bien construit pour terminer à ça. Hein. Encore, j'insiste, hein, vous l'avez le bouquin, c'est vraiment pour la partie de 2-3 heures, hein, Oui. tous les bouquins. Donc il y a tout un tas de choses, il y a des playlists, des musiques. Non, c'est pas que des musiques, c'est des broutages et des musiques cool. pour chaque personnage, pour chaque situation, pour chaque scène que tu vas mener. Chouette. Je sais pas si la valeur ça c'est chouette. Oui, moi je parle pour le jeu. Je parle pas pour ce c'est qui parce se qu'il est passe. super bien foutu. Je parle mais il y a des broutages juste à l'écouter et ça t'es fou les Voilà, trouiller. je dis pas chouette la gare, hein, attention, hein, ne confondez pas, Non, c'était par rapport au jeu. nazisme, c'est Après, chouette. aussi, une autre chose, c'est les livres en tant qu'objet, il Il est est magnifique. très beau. Mm. La maquette, il est digne d'être signalé. Je pense qu'il n'y a pas d'oupage qui soit identique hein, dans les bouquins. Il fait pas de dessin, il faut pas être un historien pour rentrer, parce qu'il te fait un petit résumé de la situation à l'époque, bon, beaucoup de conseils de sécurité émotionnelle, comme on ne pourrait pas être autrement, parce que là on peut aller bien au bout. C'est ça. Il y a... Surtout dans le contexte actuel. tout à fait, mais on voit, il n'y a pas une page qui se rassemble sur une maquette qui est très vivante et très importante. Ouais, il y a des photos et tout. Hein. Si, il t'amène tout, c'est, toi, les scènes indésirables, Ouais. tous les gens qui ont été persécutés. On ne parle même pas comme pendant la guerre, hein, ça c'est en Berlin, hein, Oui, c'est oui, bien à la sûr. montée du pouvoir des nazis, Oui, parce que c'est que n'oublions pas, ils avaient été élus sous élection. Si quelqu'un n'est pas au courant, Oui, ils étaient arrivés officiellement voilà, par la grande porte. c'est tout à fait ça. Bon, d'abord, ils ont essayé un coup d'État, ça n'a pas marché. Après, ils sont présentés, ils ont gagné. Bref. Donc, d'abord, et à partir de là, on commence à présenter les jeux, les personnages. Il fallait que je le dise. Oui, non, mais tu as raison. Non, mais je pensais à autre chose. Je pensais qu'en même temps, on les a laissés revenir, quoi. Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que les gars, ils essayent de faire un coup d'État, mais non, on leur donne quand même une deuxième chance. Ouais, donc voilà, les livres comme objet, c'est vraiment très beau. Alors, moi, j'ai une petite question. Les Oui. dessins, est-ce que les dessins sont inspirés du travail de l'artiste parce que tu as dit que c'était un peintre qui a... Non, prêtre. Ah, prêtre. Putain, Les j'avais titres, compris peintre. C'est juste les titres. Les titres, il est Autant repris. pour moi. C'est un prêtre qui avait fait un discours, Ouais, qui j'avais d'ailleurs, compris. c'est le début Ouais. du livre. D'abord, ils sont venus pour les communistes et ils ne sont pas parlé. Puis pourquoi Oui, bien sûr. ils ne sont pas communistes. Donc, bref, c'est un discours qu'on peut le trouver très facilement. Hein. Si vous cherchez juste ces 3 mots sur Google, vous trouverez le discours entier. C'est À aussi lire. une lettre qui justement, il faisait ça, comme ça arrive trop souvent. Soit pour la peur, soit pour tant de choses. Il y avait toute une masse d'intellectuels allemands qui ne se mouillaient pas, en se sachant qu'ils n'étaient pas des nazis, hein, quand même, ces Oui, intellectuels, non, mais il y avait beaucoup de gens dans qui étaient pas son pour. inaction, ils permettaient que tout ça s'arrivait. Quoi. Ouais. Donc, quand on parle de 1942, c'est pas l'influence qu'on a maintenant. Maintenant, on peut parler d'influenceurs, etc. Les intellectuels, presque, ils sont passés dans un dossier de terrain. Mais bon, ça c'est un malheur de la société actuelle, ça c'est une autre question. C'est ça. D'accord. Et donc voilà, encore une fois, c'était un coup de corps, mais c'était un coup de corps autant cérébral que spirituel. Je sais pas Oui. quoi. C'est vraiment, ça m'emporte pour le deux termes. Une, parce que vraiment, c'est le genre d'initiative. Nous, pour nous, même si moi ça me motive énormément, et d'ailleurs je vais faire un actual play, je pense que d'ici Noël, sur Pour ces Noël, jeux-là. tu vas le faire. Si, je voulais On va faire. passer des bonnes fêtes du coup. Bon les gars, c'est bientôt Noël. Tous Et les si mondes- on jouait avec des nazis, est-ce que ça serait pas le bon moment? Noël, nazi, ça arrive. Ouais, Ça commence par N. ça commence par la même lettre. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais proposer les 25, tiens. Eh ben oui, ouais, pour le premier, la première, le premier épisode, le soir du 25, histoire de mettre dans l'ambiance avant Voilà, avant comme la ça. dinde.
Ouais, c'est histoire de pousser tout au bout. Donc, bref. Oui, mais j'ai hâte de voir de le voir tourner. le jeu. Mais encore une fois, comme je dis, ça qu'on va jouer sur la table, on est tous convaincus, on Oui. sait ça. Sans doute, ça va être une expérience forte, ça va être quelque chose qui nous va émouvoir, il nous va emporter. Mettre mal à l'aise aussi, peut-être. Sans doute, Mais dans le bon sens du terme. c'est à mettre mal à l'aise pour comprendre aussi. Oui, bien sûr. Il faut aller plus loin. Et, Oui. même si cette présentation est en train de me caler, de rester en presque un manifeste politique de ma part, Oui, bien sûr. Hein. presque même pas je dirais des politiques, parce que là vraiment on Humain. parle Manifeste humain. c'est ça, ça qu'on perd vraiment en face à la haine, c'est l'humanité. Peu importe la religion, moi je suis un anti-religieux déclaré, toutes religions confondues, je suis anti-religieux déclaré, mais peu importe ça, à la fin, face à la haine, qui perd, c'est l'humain. Toujours, toujours. Des deux côtés, hein. En plus, il n'y a pas de gagnant. Hein. Non, voilà, il y a un perdant, l'être humain. Voilà, Ça. c'est la conclusion. C'est ça. Et je vais faire un dernier point sur les bouquins, parce qu'un chapitre qui m'a semblé hyper intéressant, que c'est celui qui clôture les livres, c'est que il y a un chapitre qui le dit si ce jeu-là, c'est un jeu éducationnel. Oui. Et il fait ces 4 ou 5 pages, et j'ai trouvé hyper pertinent d'en parler. De comment il en parle, c'est parce que des fois, la société actuelle, notre système d'éducation aussi, pas que les nôtres, parce que là, comme on dit, c'est des Italiens, hein, mais dans les systèmes européens, presque occidentaux, tous sont les mêmes, sur les mêmes définitions, on va dire. On associe un jeu éducationnel à quelque chose qu'on oublie les côtés jeu, c'est-à-dire les côtés qu'on doit vivre, expérimenter, s'amuser même, parce que même dans un contexte assez dur, il y a des moments qu'il va falloir rigoler, mais pas rigoler pour prendre au sérieux, sinon pour décompresser et parce qu'il faut. Et puis ça reste un jeu. Et voilà, ça reste un jeu, il en faut. Donc, cet côté amusant, il se perd. On part un peu les contextes, on parle des jeux éducationnels, on voit des jeux qui doivent t'apprendre oui ou oui. On perd cette notion du jeu, il meurt au milieu. Ça. Oui, mais c'est là où on se trompe, c'est que l'éducation, normalement, ça doit être sous forme de jeu, en vrai. Tout à fait. Non, mais c'est lui, l'auteur qui fait cet exposé, il parle très clairement pourquoi il dit ça et pourquoi il hésite à dire, hein, parce que pour lui, c'est un jeu qui, pour de vrai, ça devait être, cette bouquin-là, c'est les 12 choses en même temps. Oui, bien sûr. Mais un efface l'autre, un doit être blessé l'autre. Oui. Ça doit être tout suit un chemin d'apprentissage travers ta partie, ton action. Après, il n'est pas parlé ici, c'est moi qui le dis. Je pense que les expériences dans les jeux de rôle, à les moments qu'on va un peu au-delà, et pas forcément, on va chercher déjà les quintessences du jeu de rôle. On parle juste d'une partie normale, ça va être toujours une expérience. Et à les moments que c'est une expérience, pourtant c'est un apprentissage. Oui. Donc ça, c'est ça qui l'amène un jeu de ce type-là, juste à un degré supérieur, qu'on parle d'un contexte tellement délicat comme c'est les nazis, comme être un indésirable à cette époque-là. Et comme les chapitres, je pourrais les lire en entier, mais bon, déjà, je devais les traduire en même temps, ça va être compliqué. Ça va prendre un peu de temps en plus. Mais je trouvais très pertinent. Il y a peut-être un concept qui n'est pas traité là-dedans, c'est que ce concept d'éducation, il est lié au concept propre qu'on a établi dans notre système éducationnel. Qu'on n'a pas établi d'ailleurs. Ouais, si. On a établi qu'on ne soit pas éducationnel, c'est qu'il soit englouti de données, que ça soit ce concept-là, et qu'on perd ce concept d'amusement, qu'on perd ce concept d'aller plus loin, de vraiment trouver ta vocation, les plaisirs,
on base l'éducation sur une sorte de torture en quelque sorte. Non, en quelque sorte, non, je dirais que c'est de la torture. Surtout, je parle à part des primaires, mais quand on passe à la secondaire, c'est presque de la torture. Oui, bon, le mot est peut-être un peu fort, mais ouais. Non, mais certes, on perd oui, quelque chose. je grossis les tris. C'est barbant, Oui, très barbant. c'est ça. C'est-à-dire qu'on rend pas on pourrait rendre le truc un peu sexy, on va dire, et au final ça l'est pas. Et ça dépend énormément du prof qui t'enseigne en fait la matière maintenant. C'est-à-dire que les livres sont pas attrayants. Oui, mais le système en soi, le système n'est pas attrayant. Et il te reste vraiment le seul gars qui peut t'accrocher au jour d'aujourd'hui pour faire une expression qui n'est pas française du tout. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les seuls qui peuvent sauver entre guillemets les meubles, c'est le feu intérieur du prof en fait. Oui. Qu'il n'a pas forcément d'ailleurs. Alors il y en a qui l'ont, d'autres l'ont un peu moins, mais ça dépend vraiment de lui-même encore. Pour moi. Ça dépend de lui-même pour en revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire que ce qui va rendre le truc un peu attractif, c'est ça, et c'est rigolo c'est rigolo. J'étais en train de penser, avant que tu abordes ce thème-là, que ça pourrait être un palliatif effectivement à l'éducation classique. Oui, clairement. Après, les jeux de rôle en soi, au-delà de celui-là précis, parce qu'il montre des celui-là, c'est parce qu'il parle vraiment d'histoire. Oui, c'est très costaud, c'est des sujets très sensibles. Les jeux de rôle en soi, ça a été prouvé pour des centaines d'études psychologiques que c'est un moyen d'éducation plus qu'efficace. Mais comme lire des mangas, à partir du moment où tu fais un truc culturel, tu t'instruis forcément. Tout à fait. Et qui te ramène, moi je pense que, toi peut-être tu n'as pas vécu, mais ma génération, ça c'est un témoignage qu'on peut les trouver des centaines. Tous les rôlistes qu'on a appris l'anglais, ça a été pour les jeux de rôle. C'est pas pour ça qu'ils nous a appris l'école. C'est parce qu'on savait à l'époque, il y avait beaucoup moins de traductions. Si on voulait être un peu à la pointe, tu étais obligé à ficher. Donc tu prenais ton bouquin, tu prenais ton dictionnaire à côté et tout est débrouillé pour comprendre. Ça. Parce qu'en plus, on n'avait même pas Internet pour scanner et faire Google Traduction. Hein. Moi, je faisais ça, mais avec les jeux de la Super Nintendo, les jeux de rôle de la Super Nintendo. Oui, aussi. Il y a notre penchant que les jeux, ça nous a fait beaucoup apprendre aussi. C'est du courant. La plupart des gens de notre génération, l'anglais, qu'on a allé un peu plus loin sur l'anglais, ça a été grâce à ça. Qu'on a perdu maintenant, parce que tout est traduit, on devient mais parce que, encore une fois, je ne veux pas rentrer, parce que je pense que c'est un problème de comment il nous mène l'éducation. Oui, bien sûr. Les mêmes problèmes, pourquoi tout il est doublé, pourquoi tout... C'est ça. C'est de plus en plus, j'ai l'espoir et la chance de voir des gens qui sont de plus en plus motivés pour voir des films en BO sous-titrés. Mais ça devait être quelque chose de naturel, quoi. Oui. Non, là, c'est culturel, pur et dur. Il y a des pays, on ne double rien. Oui, mais bon, là, c'est mondial. Enfin, après le problème, c'est que tu as habitué les gens à avoir des versions françaises ou des versions anglaises. C'est compliqué de dire du jour au lendemain, on va... mais c'est parce que ça a été formaté comme ça. C'est ça que je veux dire. Forcément que maintenant, à ces jours, tu ne vas pas dire non, demain, c'est fini, il n'y a plus de doublage. Non, on est d'accord. On fait sous-titres, c'est moins cher. Ils sont capables de nous le sortir. Hein. Non, même pas. Ça, ils ne le font jamais. Parce que ça touche à la pépette. Et parce qu'il y a des acteurs et tout ça qui jouent très bien, qui font son rôle. Je ne vais pas cracher sur un boulot qu'ils font, qu'en plus, il n'est pas forcément hyper bien rémunéré non plus. Donc, mais c'est vrai que c'est une question des habitudes et des coutumes. Je te dis, à l'Amérique du Sud, ils sont presque jamais doublés, les films. Les 90%, c'était pas doublé. Ah oui. C'est pas pour autant qu'ils soient repris. Non, donc, ça, ton cerveau, il prend les coutumes d'entendre cette langue. Donc, il y a tout un mécanisme qui s'active. Tout finit pour associer des mots à des paroles. Oui, ça vient. Mais là, je trouve qu'ils nous ont... Enfin, moi, je sais qu'à l'époque où je jouais aux jeux vidéo, j'avais un meilleur niveau d'anglais sur la Super Nintendo que sur la PS4. Ah oui. Quand je dois rejouer à un jeu en anglais, là, je suis un peu perdu là maintenant. Ouais, j'ai perdu l'habitude de réfléchir en anglais. En tout cas, pour clore mon intervention,
Encore une fois, je conseille. Je vais te dire sûrement dans la chaîne, on fait des actual play, il va popper en des fins d'année, j'espère, un actual play de ça. Pour Noël, le 25. Ouais, c'est ça. Voilà, tout bonheur. Joyeux Noël. Fuck. Bref, je dis encore bravo à Patrick Ricard pour prendre les risques de traduire ça parce que oui, parce que je sais que personne va se faire riche en traduisant ça. C'est clairement tout ce que je souhaite, c'est qu'il rentre dans ses frais, au moins il n'en perd pas, c'est déjà bien. Bon, oui, dans Octogone, il m'avait parlé de certains. Il avait un projet, non Oui, de faire des vendre. Non, pas des vendre, non, de faire des partenariats pour. Voilà, c'est ça. Oui, que je trouve une très bonne idée avec des musées, des sites, etc. Voilà, parce que ça, oui, oui. Ça, s'il arrive à le mettre en place, ça sera cool, hein, franchement. Et je le souhaite de tout mon corps, hein, encore une fois. Hein, vraiment, pareil. C'est quelque chose que c'est mérité. Que ça touche un sujet très actuel pour moi. Qu'il ne faut pas penser, parce qu'on parle des nazis en 1942, qu'on n'est pas tellement loin de certaines situations qui parlent ici. Non, là, c'est en train de se reproduire. On n'est pas si loin. Et même je ne parle pas des pays asiatiques ou éloignés. Partout, sinon, même dans nos propres pays de l'Europe, les tendances extrême droite qui montent, etc. Et qui sont toujours utilisés les mêmes discours depuis la naissance. On avale tout, on continue à avaler, c'est hallucinant. C'est pas juste hallucinant, c'est ahurissant, quoi. Tu lis certains discours d'orateurs romains ou grecs, il n'y a rien de nouveau qui est inventé. Non, tout à fait. C'est même encore pire parce que là, on se fait là, on avale toute la vérité, c'est celle qui nous répète plus de fois. C'est pas forcément ça qui nous entoure. Mais bon, voilà, c'était le conseil. Promis, la prochaine chronique sera plus heureuse. Voilà, donc à ton tour. Allez, donc. Punaise, on est nickel, on est presque à 2 millions par chronique. C'est pas mal. C'est ça. C'est pas mal. On va finir à 12 heures, hein, c'est bien. Allez. Et peut-être qu'on va digresser. Tu m'as annoncé qu'on allait peut-être digresser. Ah ouais, là, sur la prochaine, je risque de digresser beaucoup. Allez, ça marche. Moi, pour ma deuxième chronique, je vais vous parler d'une fiction audio qui est sortie en 2023. Il me semble que les premiers épisodes sont sortis au mois d'août. Oui, 2023. Donc c'est Le bruit des cauchemars. C'est moi qui t'ai envoyé. Oui, c'est toi qui m'avais amené à ça. Et je l'ai écouté et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une fiction audio issue de l'univers de Little Nightmare de Bandai Namco, qui est un jeu vidéo. Pour être plus précis, il introduit les troisième volets. Oui. Ouais. Oui, j'ai compris que c'était un préquel, c'est une sorte de préquel pour le troisième volet. Pour le troisième volet, oui, exactement. Qu'il n'est pas sorti. Non, il sort pour bientôt. Je ne sais pas si c'est cette mois-ci ou le mois prochain, mais bientôt. Il me semble que c'était décembre. Bref, donc c'est une série de jeux vidéo. Donc 2 sont déjà sortis et disponibles sur un peu toutes les plateformes. Produits donc par Bandai Namco. Et donc la fiction audio, elle est produite par Bandai Namco Europe et c'est Louis Media. Qui le fait. Donc il me semble que c'est une boîte française de Louis Media qui a adapté ça. D'ailleurs, je t'ai dit, pour avoir écouté les plusieurs versions. Mais il y a 5 versions. Oui, je n'ai écouté que 2. Toutes elles ont été montées en France. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Non, donc c'est Louis Media. La série a été écrite entre autres par Lomi Nadler, Mike Bambridge et Eugene Myers qui sont à l'écriture. Après, il y a des studios, les studios du jeu vidéo aussi qui interviennent. Mais si je dis pas conneries, Lomi Nadler, ils sont impliqués dans l'écriture de Little Nightmares. Je pense aussi, oui.
Si je dis pas de conneries, hein, mais bon, je le dis comme ça au pif. Ouais, j'ai pas regardé plus que ça, là, je dois t'avouer. Et donc, comme je l'ai dit, ça a été traduit en 5 langues. Il y a 6 épisodes de 20 à 30 minutes chaque épisode, donc ça s'écoute plus ou moins assez rapidement. C'est très agréable à l'écoute et donc c'est sous forme de podcast qui se trouve sur toutes les plateformes de podcast, dont notamment Spotify, l'Apple Store, etc. Et on peut même le trouver en libre accès sur YouTube. Ah oui? Ouais. Je ne savais pas. Ouais, D'accord. donc sur YouTube France, ils sortent naturellement les épisodes en français, Mhm. mais je pense que pour ceux qui veulent Je pense qu'il doit avoir tous, ouais. c'est parce qu'en faisant des recherches, je suis tombé sur YouTube dessus. Et donc, qu'est-ce que Little Nightmares, très rapidement, c'est... Il y a excuse-moi, il y a un petit détail, peut-être tous les noms, Vas-y, dis-moi. que c'est un podcast sans voix off. Oui, mais c'est fiction audio. Ouais. Bah, en fait, quand je dis fiction audio, c'est qu'il n'y a pas de voix de narrateur. Enfin, c'est vraiment comme une série, en fait. Non, pour moi, la fiction audio, il peut avoir une Oui, voix non, mais au narrateur. c'est vrai que c'était pas, c'était évident pour moi, mais voilà. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est comme une série Netflix. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas l'image, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des bruitages, il y a des musiques, il y a des dialogues, mais il n'y a pas de voix de narrateur, effectivement, qui va vous dire pendant ce temps, il y a un autre temps. Enfin, c'est vraiment une fiction audio dynamique. Oui. On va la qualifier d'ainsi. Comme ça. Et donc, c'est issu donc de l'univers de Little Nightmares, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un jeu vidéo multiplateforme qu'on trouve un peu sur toutes les plateformes actuelles, hein, jusqu'à la PS5, la Xbox, les PC, etc. Et si vous ne l'avez pas joué, allez-y maintenant, tout de suite. Faites-le. C'est déroutant sa race. C'est ça. C'est un jeu en 2D,5. C'est-à-dire que c'est de la 2D, et en même temps il y a un peu de 3D. Et c'est dans la lignée des précurseurs du genre qui étaient Limbo et Inside. Ouais, mais je pense qu'il bat les curseurs et un peu au-dessus. Ouais, le premier, en fait, le fait que ça soit devenu une série va faire que culturellement parlant, je pense que ça va passer. Oui, non, mais pas tant ça. Par exemple, Limbo, il jouait avec les sombres. Oui. Donc il y avait cet C'était effet quand même magnifique, un monstre, etc. Et c'était très joli. Là, vraiment, il y a une patte artistique très particulière. Ah oui, très marquée, d'ailleurs. Mais qu'en étant, l'univers il s'étend sur le deuxième volet, sur le troisième volet, etc. Mais déjà, qu'au premier, ça, la patte artistique. Ah oui, elle est incroyable. Les créatures, ils sont incroyables. Les jeux de lumière. Même les personnages en soi, les character design, c'est hallucinant. C'est très marqué. Qui t'amène encore à plus t'impliquer, surtout quand ça arrive à la fin. C'est ça. Je finis. Je spoil pas. Mais voilà. Des prisons. S'il n'y a pas Limbo, je suis pas sûr qu'il y ait Little Nightmares. Oui, c'est possible. C'est parce que c'est un style quand même assez particulier. Mais que je pense pas que ce soit Limbo les précurseurs. Non, mais c'est Limbo qui a explosé en fait. Ouais. C'est les mêmes studios? Non, c'est pas les mêmes studios et voilà, le travail s'est un peu inspiré et donc le style du jeu, c'est un jeu, ce sont des jeux, les 3 jeux dont je viens de parler sont des jeux qui se passent dans un univers assez macabre et sous forme de die and retry un peu, hein, parce que il faut mourir pour apprendre certains niveaux, certains passages. Dans Limbo, dans Inside, peut-être un peu moins dans Little Nightmares, mais... Non, je pense que Little Nightmares... Ouais, il y a ce truc de se faire punir une fois pour le passer la deuxième fois. Mais tu peux les faire beaucoup, juste oui. En intuition. Ah oui, je dis pas que c'est impossible, mais il y a forcément un moment où on va se faire attraper par un garde ou un truc... Voilà, alors c'est pas du die and retry comme Dark Souls, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas du tout pareil. Donc, dans le premier Little Nightmares, du moins, on contrôle une petite fille qui s'appelle Sis et qui tente de s'échapper d'un navire dont les occupants sont monstrueux et pas très amicaux. Et donc, le but du jeu, c'est de sortir de ce bateau. De ce qui est monstrueux, je dirais, déroutant. C'est la définition, je dirais. Ouais. C'est très déroutant comme ils sont. C'est glauque. Ouais, c'est déstabilisant, c'est les jeux de tout personnage parce que ça reste des humains mais déformés à sa dernière
puissance, vraiment des déformités extrêmes, quoi. Bon, bref. Il y a des déformités dans l'essence de la pourriture humaine. Ouais, voilà, qui mettent en avant justement la partie sombre de l'humanité. C'est ça. Donc, jeu que vous pouvez faire à Noël, hein, comme vous Encore le 25 au soir, mettez-vous devant l'Italien Linebar, vous allez vous Bien régaler. sûr. Ou encore mieux, mettez-vous sans fin. C'est ça. Et donc, que nous raconte cette série audio? Elle nous raconte, en fait, on est devant des enregistrements de psychiatres hein, où on suit les consultations d'une jeune fille qui se nomme Maudie, qui est internée dans un hôpital psychiatrique pour des raisons de graves troubles du sommeil, faisant suite à une maladie, elle appelle ça la maladie de l'eau, Oui. qu'elle aurait contractée près de chez elle, et ça aurait déclenché donc, ces troubles du sommeil qui provoquent des cauchemars absolument horribles apparemment. Et donc elle est suivie par Otto, qui est un psychiatre spécialisé dans le sommeil justement, et qui est plutôt, cette vocation, on le découvre au fur et à mesure des épisodes, est due à son enfance où il a vécu aussi des traumatismes par rapport à ça. Et donc, En gros, il garde des obscurs secrets. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il s'est fortement intéressé au sommeil et aux troubles du sommeil pour y consacrer sa vie, à aider les enfants à surmonter leur traumatisme afin qu'ils retrouvent une vie normale. Officiellement, du moins sur le papier, c'est ça. Ouais. Mais tout n'est pas si simple, hein, puisque les cauchemars de Maudit sont, au fur et à mesure des séances, sont de plus en plus violents et donc réveillent certaines parts obscures que peut avoir Otto, qui va créer des obsessions pour l'univers que raconte Maudit. On ne va pas dire plus. Voilà, on va va pas dire plus. Spoiler. Donc, de toute façon, je m'étais arrêté là dans le descriptif que je m'étais fait dans la tête. C'était juste parce qu'on ne peut pas dire que c'est une relation tout à fait normale. Voilà, mais c'est super bien fait. Et donc, d'ailleurs, je pense qu'à moi, ça m'a tellement touché dans les bons sens cette série. C'est pour cette relation, comme il évolue, comme ils font les passages. Les personnages de la fille, il est très bien écrit, je trouve. Et de Otto aussi. Oui, les deux, mais elle spécialement parce que... c'est elle qui a le plus de trucs à dire, hein, de toute façon. C'est elle qui crée Non, parce que c'est l'opposition de tout personnage finalement qu'il mène à l'histoire. Et la fille, il y a des fillettes, vraiment qui est confrontée à ces cauchemars et qui sont très bien réfléchis au bien comment psychologiquement... une fille, il aurait pu réagir à ça, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très très bien joué. Bon, moi j'ai écouté que la version française, mais je t'ai déjà dit. Moi personnellement, j'ai écouté le français et l'espagnol. Tu m'as dit que l'espagnol était légèrement un au-dessus. poil au-dessus, mais vraiment un poil. C'est parce que j'ai plus aimé certaines interactions. Les voix, ils étaient bien plus fines sur certains, tout très concrets. Mais je sais pas, on parle d'un 9,5 contre un 9,6. Je veux dire, oui, non, mais la version. En plus, la version française, la voix de Otto, c'est une voix qui est très connue dans l'univers du doublage. C'est un gars qui est très connu. Alors, j'ai pas noté le nom, hein, j'en suis désolé, mais c'est une voix qu'on a entendue dans les séries, dans des films. C'est une voix qui est très marquante et il le fait. Il fait bien le psychiatre, quoi. Enfin, je trouve. Il a une voix bien posée. Si. Non, mais comme je t'ai dit, c'est question d'épinailler parce que c'est juste pour certains détails qui m'ont c'est bien d'avoir que j'ai plus aimé. Mais que je pourrais pas dire qu'elle est clairement meilleure. Non. Ils sont au même niveau, juste qu'il y a certains les goûts, les couleurs, quoi. En gros. Bon voilà, et donc cette série c'est du glauque en audio en fait, hein, dans un univers cauchemardesque, et j'ai presque envie de dire heureusement que c'est en audio, parce que le truc il aurait été, s'il y avait eu des images par-dessus, ça aurait été interdit aux moins de 35 ans en fait, je pense, parce que même pas les moins de 18 ans, ça aurait été, parce que ce qui est décrit dedans, ça peut être assez chaud, et toutefois quand même, la partie de suggestion que laisse la série, ça met. La plupart des images qui l'expliquent, elle est plus dure.
on les trouve déjà dans les jeux vidéo. Oui, mais en ça, c'est très fidèle à Little Nightmares, mais... Que c'est ça, je pense que ça m'a choqué parce que la première fois que j'avais entendu parler des bruits dans les cauchemars, j'ai dit comment ils vont faire un jeu que finalement c'est un jeu, je vais pas dire des plateformes, mais très presque. visuel. Oui, très visuel. avec une patte visuelle très marquée et qui est vraiment dans les premiers jeux, tu es jeté dedans, tu ne sais pas où tu es, qui tu es, pourquoi, rien. C'est tout découvre l'histoire au fur et à mesure que tu avances. Tout comme la série, oui, non mais ça, je trouve qu'il y a quand même une écriture assez brillant, comme ils ont ramené cet univers pour les faire cette pont entre les psychiatries, les sommeils, les cauchemars. Mais après, dans les titres, comme on disait, je ne me souviens pas qui disait ça, c'est que les trucs, les meilleurs trucs pour cacher quelque chose, c'est les mettre en évidence. Oui. Donc là, dans les titres du jeu, Petit Cauchemar. Donc voilà, toi l'explication du jeu dans les titres. Oui, c'est ça. Et c'est, mais en même temps, parce que là on parle beaucoup du lien avec le jeu vidéo, mais je trouve que c'est une série, même si tu connais pas les jeux vidéo, elle est super à écouter. Ouais. Et même si tu connais pas la patte graphique du jeu vidéo, ton imagination se suffit à elle-même. C'est-à-dire que ce que décrit la petite de ses cauchemars. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je pense que n'importe qui peut être impressionné. Même, je dirais, c'est que quand tu n'as pas les références du jeu vidéo, c'est peut pire être encore encore. Plus fort. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'encore, à la patte visuelle du jeu, il y a certaines choses qui s'en restent dans cette imagination glauque, dans son dessin. C'est Tim Burton en glauque. Ouais, c'est ça. La face glauque de Tim Burton. Bon, plus glauque encore. Oui. Mais quand tu l'imagines sans aucune référence, ça peut être ça peut être pire, ouais. Notamment l'épisode 2. Pour moi, l'épisode 2, putain, il m'a mis une espèce de claque. Tout ça, mais le 2, c'est celui qui m'a le plus impacté. D'accord. Je pense pas que ce soit les 2, je pense que c'était les 3 dans mon cas. Ouais. Mais bon, on va pas digresser encore. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un tour de force, le côté suggestion, justement, parce que c'est au final, c'est vraiment un dialogue entre une petite fille et son psy, mais les images, même s'il y a certaines mises en situation, parce qu'il y a des bruitages. Il y a le son de ce qui se passe par-dessus ce que dit la petite fille. Donc il y a une espèce de superposition où on entend la parole et on entend la scène qui se déroule en même temps. Mais tout est axé quand même sur le dialogue de la petite avec son psy. Et on arrive à avoir à prendre des claques en fait. Des claques glauques en pleine tête. Rien que par cette parole et par l'ambiance que dégage dégage le discours en fait. Donc chaque épisode correspond à un cauchemar qui est de plus en plus violent, de plus en plus glauque, de plus en plus, qui met de plus en plus mal à l'aise. C'est un monde onirique qui n'est absolument pas bienveillant. Il n'y a aucun moment de... Oui, il y a des créatures bienveillantes. Mais qui en chient autant que la petite. C'est-à-dire que les créatures bienveillantes sont autant malmenées. En fait, c'est pas vraiment des aides, en fait, c'est des compagnons de souffrance, en fait. Un peu, ouais. Voilà. Et donc, il y a un côté fantastique, en fait, parce que assez rapidement... Juste un côté. C'est complètement fantastique, mais... là, je pense que c'est déjà au dossier l'épisode. Mais même dès le premier, si on y réfléchit bien. Les premières, c'est la mise en place. Je pense qu'au dossier, c'est quand tu trouves les premiers moments purement fantastiques, c'est au dossier. Le deuxième, c'est chaud. Mais... je sais plus ce que je voulais dire, ça devait pas être intéressant. C'est pas grave, mais en fait c'est une série, c'est à écouter, vraiment c'est à écouter. Et donc on va suivre Maudit dans, alors moi j'ai appelé ça les backrooms des cauchemars. Un peu ça. Parce qu'il y a certaines descriptions, ça m'a fait vraiment penser au backroom en fait. Et chaque épisode va avoir un lieu emblématique. Donc dans le premier, on a un géant de pierre. Dans le deuxième, on a les bains publics.
Donc voilà, c'est pour. Enfin, voilà, vous verrez si vous voulez. Enfin, vous écouterez plutôt que de voir. Après, on a un centre commercial, on a un cirque, on a des égouts, on a un atelier de couture. Donc là encore, l'atelier de couture, version cauchemardesque, bien sûr. Ouais. Voilà, on fait pas des trucs. Bon, bref. Ouais, laisse-la. Laisse-la. Et le dernier lieu que je vous laisserai découvrir, donc c'est une espèce de bazar de l'étrange gore aussi, où l'ambiance est quand même très pesante. Et donc l'intérêt aussi des épisodes, c'est la relation justement entre le Otto, le psychiatre, et l'évolution. Ouais. C'est-à-dire l'évolution des cauchemars, mais aussi l'évolution de la relation entre le psychiatre et la petite, qui sont mais plus que prenants en fait. Oui. Plus que prenants. Ouais, c'est très prenant. Il semble vraiment, sans spoiler, juste, je pense que tout le monde comprendra, la fin, il te laisse pas bien quand même. Non. non. Clairement. Clairement. Donc je vais arrêter là. J'avais d'autres petites indications à en donner, mais ça en dira peut-être un peu trop. Oui, donc je pense. Ouais. Je vais pas en dire plus. Donc pour donner mon avis, hein, c'est donc déjà la série audio, c'est quelque chose que la fiction audio en général, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose que j'ai découvert au final il n'y a pas si longtemps que ça. Par le biais de classiques, c'est-à-dire que France Culture a adapté des classiques de la littérature dans les années 80. Donc, notamment, j'avais découvert le Conte de Monte Cristo en fiction audio, qui est vraiment balèze. Si tu as l'occasion de l'écouter, c'est vraiment intéressant. Et depuis que j'ai découvert ça, je me suis accroché à découvrir. Et il y a plein de fictions audio super intéressantes sur YouTube, en accès gratuit, en français, pour ceux qui aiment bien Sur écouter YouTube, en anglais. Il y en a en anglais. Spotify, il est Spotify plein aussi. Et après, bon, si vous avez un peu de sous, c'est audio, le truc de Amazon, Audible. Oui. Audible. Oui, Parce qu'Audible, il y a des livres qui sont lus, mais il y a des fictions audio, notamment la fiction de Alien, je vous la conseille vraiment. Et Sandman, la nouvelle. Et de Sandman, ouais. Elle, je ne l'ai pas écoutée encore, mais Alien, je l'avais écoutée. La fiction audible de Alien, elle est incroyable. C'est vrai. Tout incroyable. En plus, avec les vraies voix de françaises. Moi, il me manque à écouter. Je pense que c'est lui qui c'est l'Alien 3 version L'Alien Gibson. 3, ça, je ne l'ai pas écouté. Énorme. Encore. Énorme. C'est le seul que je n'ai pas écouté. Mais ouais, c'est à voir. Et donc c'est un style que j'affectionne. En plus, je trouve que les fictions françaises sont très imaginatives. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec pas beaucoup de moyens à faire. J'en avais parlé avec les Chroniques Galactiques de Villemorne. Qu'ils arrivent à faire du grand spectacle juste avec de l'audio, quoi. C'est assez incroyable, je trouve. Et donc ça, le fait d'enlever l'image, ça oblige à trouver d'autres leviers, notamment l'écriture, notamment le travail du dialogue, les bruitages, les musiques, le choix des acteurs aussi, puisque là il n'y a que la voix. Donc il faut forcément que les voix soient emblématiques et soient marquantes pour qu'on vive l'aventure. Puisque c'est pas par l'image qu'on va le vivre, c'est par le timbre des voix et par les musiques. Et donc le bruit des cauchemars réunit tout ça. Idéal pour prolonger Halloween. Ah oui, ça on peut le regarder tranquillement. On peut le regarder tranquillement le soir. Attends, parce qu'il y avait, putain, je me souviens plus. Voilà, je m'étais noté la phrase. On peut le regarder le soir avant de s'endormir. On peut dire que c'est une douceur pour que notre nuit soit douce. Ouais, mais tu vois, ça, j'aime pas la phrase qu'ils ont mis en français. Ouais. Je te l'avais dit, ça, je Oui, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Mais elle est pas. Non, si, ça colle parfaitement. Après, à moi, ça n'avait pas aimé parce que j'écoutais les versions. C'est pour ça. En version espagnole, ça serait quoi Si tu le francisais. Mais après, ça rime pas. Ouais, ça rime pas, mais. Ouais, non, ça c'est en douceur pour ma douceur. Voilà, c'est ça.
Tu C'est m'avais dit, ça. Ouais. Juste Ouais, que ouais, ça, c'est vrai. C'est ça vrai. sert trop répétitif. Ça serait trop répétitif, mais c'est vrai que ça sonnerait plus juste dans la relation, Oui, c'est ça. dans la relation de Otto avec Mondi, ouais. C'est ça. Ça. En espagnol, en tout cas, il dit ça. C'est Mm. une douceur pour moi douceur. Ouais, Ouais. c'est Mm. pas mal. Mais voilà, pour les épisodes, c'est une douceur pour que votre nuit soit douce. Là, on pinaille. Mais douce de cauchemar. On pinaille. Moi, je tiens à dire aussi que, bon, moi, en grande partie, c'est toi qui m'as fait découvrir les fictions audio, mais pas que. Moi, forcément, une certaine partie de mon boulot, ça passe au bureau. Et là, c'est là mon temps que j'écoute beaucoup. Avec l'avantage pour moi que je l'écoute indifféremment en français, espagnol et Oui, anglais. ouais, en plus, t'as l'avantage. Donc, parce qu'il y a vraiment de très bons podcasteurs Oui, en espagnol. mais en, Euh, en que Angleterre je- aussi, ouais. en, Enfin, en Amérique, anglais en aussi, anglais. il y a Apparemment, plusieurs. les fictions audio Star Wars sont assez énormes. Ouais, moi Américaines. particulièrement, j'affectionne un que j'ai acheté les jeux de rôle et les jours que je reçois, j'en parlerai, c'est des God of Palakia. Mhm. Il est en très 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 bon fiction audio aussi, Ouais. mais il n'est pas traduit pour l'instant, que je Mm. sache, il est qu'en anglais. Et moi aussi, c'est quelque chose que moi, ça me passe très bien. D'où même sur Spotify, j'avais vraiment écouté que Little Nightmares, des fictions aussi poussées La que fiction ça. de Parce que, Batman. La ouais, fiction de Batman. que était ça, bien. c'est des fictions quand même qui sont à un certain budget derrière. Ouais. C'est pas des fictions qui sont faites avec la bite et les couteaux, comme C'est ça. certaines d'autres. Ils peuvent Ouais. faire de très belles choses. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Là, c'est professionnel, oui. clairement. Hein. C'est ça. Les trucs que c'est bien, c'est que c'est pas pour autant que pour être professionnel, qu'il y a des autres qui restent en arrière, Oui, bien sûr. des amateurs. Mais quand même, tu vois un peu la différence sur les voix, les tons, etc. Oui, c'est sûr. Il Même est la 2 qualité minutes des que sons. tu te chopes à la fin à chaque fois en te disant une fiction audio Oui, produite c'est ça. pour machin, mes couilles. C'est ça. À la Il y a voix le de- générique de fin. Faut le générique de C'est fin. ça. Non, mais dans les titres, il faut C'est pas les dire. Hein. Punaise. Bon, bref, c'est une connerie. Et avant de s'arrêter, je t'en ai parlé. Hein. Avant d'arrêter le truc, je vous conseille d'aller regarder sur Spotify ou sur les autres plateformes de podcast. Vous avez Blind qui est une société de production de fiction audio française qui s'est spécialisée dans l'adaptation de BD et qui a mis du contenu gratuit sur Spotify. Et c'est un travail de qualité. J'en avais parlé pour Jazz Ménard, mais ils ont mis d'autres séries sur Spotify. Allez-y, c'est bonne qualité aussi. Nickel. Bon, c'est bon? C'est bon pour moi. Oh, j'ai presque 40 minutes avant d'arriver à 12 heures pour me lâcher. Allez, c'est Allez, c'est bon. Feu. Non, c'est ça. Donc, de quoi je voulais vous parler dans cette deuxième chronique. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins. On a pure excuse pour vous parler d'autre chose. Donc, je vais vous parler d'un truc très, 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 très précis, comme c'est les premiers épisodes musicaux dans la série Star Trek Strange New Worlds. C'est les premiers épisodes musicaux qui s'est jamais fait dans Star Trek. Pour contextualiser, donc je vais mettre d'abord en contexte tout ça. Qu'est-ce que c'est Strange New World? Strange New World, Star Trek Strange New World, c'est une préquelle à la série originale. En même temps, c'est un spin-off de Discovery. Et après, j'en reviendrai sur l'univers Star Trek parce que, comme je disais, l'effet de présenter cet épisode en concret, c'est juste une excuse pour faire une lettre d'amour à l'univers Star Trek que j'adore. Et que plus ça passe le temps, plus je trouve des choses qui m'apportent parce que c'est la science-fiction très différente des habitudes qu'on a, à mon point de vue. Mais j'en reviendrai plus tard. D'abord, je parle de l'épisode. Donc, Strange New World, à ce jour, il y a 12 saisons. La troisième, il est déjà en cours de préparation. C'est sur quelle chaîne ou sur quel site? Quelle plateforme? Tu sais pas? CBO, je pense que c'est. Si, CBO. C'est CBO. Parce que moi. Oui. euh, HBO ou CBO? CBO. CBO, d'accord. CBO. Ok.
Je devrais confirmer, mais je suis presque sûr. D'accord, Ouais. ok. Parce qu'à un moment donné, il y a Netflix qui avait les Ouais. droits. Après, Netflix, il ils y a avaient certains, Discovery, ils ont ouais, il y a perdu, certains ils ont perdu qui les sont droits. passés sur Amazon. Après, Amazon a récupéré tous les droits. Bon, patchak, 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 Ouais, c'est ça, patchak, patchak. c'est le bordel. Voilà. En tout cas, c'est une série qui se situe avant de la TOS, des originales séries, que c'est celle des années 50. Ouais, euh, c'est ça. Fin euh, des années 50, ouais, oui, c'est ça, c'est 60. ça. Que c'est d'ailleurs la série la plus courte de toutes, hein, mais bref, on verra. Ouais, la Et plus marquante. en tout cas, je ne sais pas si c'est la plus marquante, pas pour moi, mais c'est celle qui a initié les univers Oui. Star Trek. J'en reviendrai après sur ça, les marquantes. Donc, déjà, Strange Worlds, la première saison, ça avait été un coup d'air frais. J'avais beaucoup aimé l'effet de retrouver des personnages de la TOS, même si ça avait déjà, c'est pas la première fois qu'on recaste Spock, parce que ça a été recasté sur des films. Voilà, là, ça a été encore recasté parce que forcément, c'est une version jeune de lui. Et certains personnages, qui pas tous encore, même si au fur et à mesure que la série évolue, on voit que les personnages de la TOS ils commencent à apparaître régulièrement. Ça permet de donner un petit bonbon. Ouais, non, mais forcément, comme c'est vraiment. Alors, c'est vraiment la préquelle parce que c'est vraiment les années avant. Ouais, juste avant. C'est les 9 ou 10 ans, juste avant que Kirk prend l'Enterprise. Donc, l'équipage, c'est les procès qui ça va former. Il y a un événement que je ne vais pas dire. Parce que c'est important dans la série, que c'est ça qui fait les changements entre Spike et Kirk. Que Spike, c'est le capitaine dans Strange New World. Et c'est Kirk qui héritera l'Enterprise et qui partira à nouveau à la Saint-Berthur. Et c'est là où il démarre la TOS. Donc, il a eu une deuxième saison. Et cette deuxième saison, pour moi, c'est une tuerie. c'est la saison tout entière. J'ai une affection spéciale pour cet épisode musical, mais toute la saison, c'est vraiment, ça a été un crescendo. Là, toutes les petites graines qui ont été mises sur les premières, parce qu'il récupère cet effet des séries Star Trek, de que chaque épisode a une histoire séparée, mais vraiment, il y a un fil rouge qui continue, que notamment, cette fil rouge, c'est les personnages, c'est les histoires, c'est les backgrounds de chaque personnage qui s'est grandi, qui s'est construit au fur et à mesure. Et que des fois, il y a des épisodes qui viennent se monter. Et dans la deuxième série, deuxième saison, je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment les scénaristes, ils ont été inspirés parce qu'ils ont fait des épisodes de ouf. Ils ont fait même un crossover absolument improbable à Lower Decks. À quoi? Lower Decks, allez, je t'explique. Lower Decks, c'est une série de l'auteur de Rick et Morty. En animation, où tu suis les aventures justement des les soutes, c'est pas la soute, c'est les cabines basses. C'est tout. Oui. Mais ça, c'était sur Amazon, ça. Oui, ça, Ouais. c'est CBO, mais après, au bout de certains temps, ils sortent sur Amazon. Je l'ai vu passer, ouais, ça. Ouais, ils sont à la quatrième saison. Ils sont une série d'animation avec un contenu. C'est un humour, c'est un humour bon enfant, mais des fois c'est poussé. Oui. Et c'est vraiment, là tu es sur la rigolade, tu n'es pas sur le côté sérieux, etc. Donc ils ont réussi à faire un crossover entre les deux séries. Et pourtant, il y a à niveau de l'histoire 200 ou 300 ans d'écart dans l'univers Star Trek. Mais bon, il y a un événement que, forcément, les voyages dans le temps, dans Star Trek, ça passe tout le temps, normal. Dans toutes les séries. C'est absolument normal. Et apporte-toi. Il y a des êtres qui sont tout puissants, donc tout va bien. C'est ça. Tout va bien. Et dans tous ces épisodes qu'ils ont fait, ils ont fait un épisode musical que ça m'a... Déjà, je ne le savais pas, donc à moi ça m'a pris en surprise. Donc j'arrive, c'est le 8e épisode de la série. Je suis quand même curieux de savoir comment ils ont amené un épisode musical. Je t'avais donné Star Trek. Pardon, excusez-moi. Je vais te l'expliquer parce qu'en fait l'épisode c'est le tout petit démarrage, c'est les 5 premières minutes de la saison. Ils arrivent sur une sorte de faille spatiale, ils sont en train de faire des expériences Spock ou Uhura, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai du mal à
prononcer, c'est pas grave, sur Hard en BO. euh, une sorte de faille spatiale, donc qui disent qu'ils peuvent communiquer plus rapidement s'ils s'envoient les communications à travers, mais genre multiplié 10 fois. Mais ils n'arrivent à pas faire marcher. Et à un moment donné, il y a l'ingénieur qui passe par là, il dit « pourquoi vous n'essayez pas avec des harmoniques musicaux, ça devait passer mieux ?» Donc il dit bonne idée, il s'envoie ça et la faille répond, il y a un fait cataclysme et tout l'univers Star Trek qui devient un musical. D'accord, cool. Parce que la chanson qu'ils ont envoyée, c'était un musical. Donc, c'est les retours des monnaies. Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse quand même, ce qui m'intéressait de savoir comment ils amenaient ça, c'est parce que dans Star Trek, tu as toujours une explication scientifique. Oui, tout à fait. Aux événements. C'est ça, c'est ça. Il y a bien une explication scientifique. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas même pour les climax de la fin. En fait, je vais spoiler, mais il y a même une excuse pour qu'à la fin, il faut une chanson tous ensemble. D'accord. Parce que je sais que dans Star Trek, justement, il n'y a pas le ta gueule, c'est magique. C'est ça. Il faut l'effort. C'est ta gueule, c'est scientifique. Voilà, ta gueule, c'est scientifique. Mais voilà, il y a Ou peut-être c'est scientifique dans 3000 ans, mais ta gueule, c'est scientifique. Voilà, mais parce qu'il y a toujours un effort d'explication et j'étais curieux de savoir comment ils avaient amené ça. La moitié du temps inventé, mais. Oui, bien sûr, mais il y a une explication. Tout à fait. Non, mais ça a été mené ça et c'est ça qui a été encore choquant. L'épisode, pour moi, c'était un délice d'écouter. Cela étant dit, je ne suis pas forcément un fan des musicales. Hein. Ça ne me dérange pas. J'aime bien voir un film, une série de temps en temps comme ça. Et certains, surtout quand c'est ce côté surprenant, quoi. Oui. Que tu arrives, etc. Les enjeux, ils sont préparés. Hein? Surtout s'il n'y a pas eu de communication, parce que souvent quand il faut un épisode... Si, apparemment il a été communiqué, juste que je n'avais pas lu, mais peu importe, pour moi ça m'a fait un effet tant mieux de ne pas le savoir. Mais c'est dommage qu'il laisse la surprise. Ouais, par exemple, typiquement, on en parlait tout à l'heure, par rapport à l'épisode musical de Lucifer. Mais, 6 mois avant, on savait qu'il allait avoir un épisode musical, alors qu'on l'aurait découvert par nous-mêmes, ça aurait été plus cool, je pense. Oui. Après, l'épisode en soi, il est très bien mené. Il y a vraiment un niveau pur musical, il est vraiment très bien composé parce qu'ils ont vraiment cherché comment faire. Parce que là, c'est des acteurs. La série, il fait déjà, c'est sa 2e saison. Les acteurs qui ont été choisis, ce n'étaient pas choisis pour chanter. Bien sûr. Donc là, ils sont poussés. Il y a surtout notamment 3 acteurs qui chantent des ouf. Mais le reste, tu vois, qu'ils sont vraiment construits des chansons pour adapter, à savoir, pour qu'ils arrivent, j'en doute qu'ils ont dû de chier sa race pour arriver. Bien sûr, Mais on voit au moins, j'ai bien la sensation, à l'air ardent, qu'ils se sont éclatés sa mère en passant l'épisode. Mais c'est ça qui est Après, peut-être c'est juste les ressentis qu'on voit, mais je pense que cette chose, ça ressent quand tu le vois, que les gens. Et toutes les histoires, tout se compose, il faut avoir un peu de contexte pour pouvoir remettre tout ça en place. Donc pour moi, c'était l'épisode ultime, vraiment qui me manquait dans cet univers de Star Wars, Star Trek, pour vraiment avoir, je pense qu'ils sont tout fait, à mon point de vue. Et si pour moi c'était une excuse, c'est parce que depuis je regarde Star Trek, depuis que je suis tout jeune, je ne suis pas forcément un Trekkie, hein, j'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup. J'ai tout vu, mais je ne suis quand même pas un Trekkie. J'ai tout vu. On parle quand même un univers qui doit avoir ceux qui ne connaissent pas Star Trek. Et il faut dire qu'il a un univers qui est composé à ce jour pour 8 séries. Tout complète, les 8 séries toutes ensemble, plus une série d'animation. Non, plus, j'en vais en venir. Il y a 8 séries, une série d'animation Lower Decks, une autre série moins connue, etc. Mais avec Lower Decks, on fait un total de 900 et des brouettes épisodes. Donc c'est pas rien, quoi. Question qui c'est curieuse parce que c'est là que je disais, la TOS c'est 26 épisodes.
Ah ouais, putain. Ouais. Bah, en même temps, ils sont tellement repassés à la télé qu'on Oui. a l'impression Oui, qu'il y en a mais- 200 en fait. Oui, mais non. Non. Ouais, Mais d'accord. par exemple, la nouvelle génération, Next Generation, C'est celle avec Picard. ouais, celle-là, c'est la série qu'il a au des plus, il était sur les 175 Ouais. épisodes. Oui, oui, celle avec Picard, oui, c'est Ouais. emblématique Que pour moi, aussi. c'est celle qui m'a Oui. fait découvrir avant des TOS. Moi, j'étais trop jeune sur les TOS, même si là, des récupérations. Ah ouais. Pour moi, c'est. ouais. Moi, bizarrement, en fait, il passait régulièrement à la télé française. C'était sur la 5 à l'époque. Et il passait quasi en boucle celle avec Kirk et Spock. En fait. Oui, oui, oui. Donc, C'est quand même mythique. Hein, Moi, quand j'étais petit, dans les années fin 80, début 90, Ouais, j'ai mais grandi avec cette moi, série, en fait, pour moi, série. c'était comme tous les gamins de notre génération, qui n'est pas actuelle, avec, etc. C'était mon rendez-vous Oui, ouais. c'est, hebdomadaire. Il y avait les 12 épisodes, C'est 12 ça. épisodes qui passaient chaque samedi ou vendredi, je ne m'en souviens pas. 50 fois du coup. j'ai passé Non, 50 fois. non, la Next Generation, c'était chaque fois 12 Ouais, mais épisodes. moi je parlais de Kirk Ouais. parce que moi j'avais l'impression qu'il y en avait au moins une Je te dis, centaine il y avait, d'épisodes. mais il y a plein de séries qui a cet effet. Ouais. Mais tout compte à fait, c'est une série qui est respectable. À niveau des films, comme je disais, il y a 14 films. Ah oui, ouais. 14 films. C'est rapide, hein, quoi. 14. Je pense que James Bond, il n'arrive pas à 14. Hein. J'en doute, mais bon, peut-être oui. Ouais, on ne doit pas Peut-être être oui. loin quand même. Peut-être oui. Pas Peut-être tout. je perdrai mon pari. Mais bon, c'est quand même 14 films, toutes séries confondues, parce qu'il y a 5 films sur la TOS qui sont magnifiques. Ouais. C'est vraiment, ils ont vraiment amené la série à un niveau bien plus loin que c'était la série. Toute la série, la continuité sur Next Generation. Et après, il a eu la reprise parce qu'après, il y a les restes des séries, donc Voyager, Deep Space Nine et les séries plus récentes, ils n'ont pas eu des films. Jusqu'à la reprise de J.J. Abrams, qu'il a eu les 3 films. Trois films. 3 films. Ouais. 3 films que ça mérite d'exister. Ouais. Ils sont quand même à pas nier l'univers existant Non. parce que finalement ils ont fait une sorte d'univers parallèle. C'est ça. Comme ça, que tu découvres au dossier. C'est pas mal. C'est pas mal à C'était mener. pas mal, ouais, c'est ça. Puis, moi, le troisième film, quand j'étais allé le voir, j'avais pris. En plus, moi, je suis rentré. C'est le truc. Je suis rentré dans les films de Star Trek, les films de J.J. Abrams, par le troisième. Ah ouais, d'accord. J'y suis allé avec un pote, je connaissais pas. Mais quand je l'ai vu, le film, il m'a mis la même claque que. Peut-être un peu moins. Mais le ressenti que j'ai eu en sortant du cinéma, c'était le même que quand je suis allé voir le premier Gardien de la Galaxie, en fait. Ouais, il y a un côté, il avait relancé un peu la série, c'est vrai, mais après il y a eu les relancements des séries avec Discovery, et maintenant Strange New Worlds, le Roi Dex, il y a vraiment un renouveau. Il a une petite pause là au milieu, même si l'univers il a été toujours vivant. Oui. Et si j'affectionne autant, et peut-être c'est toujours en bon ordre de regarder cette série, c'est parce qu'à différence, j'en parlais, je me souviens pas, bon, bref, c'est que Star Trek, à différence de beaucoup des autres, c'est une utopie. Il parle d'un univers futur, dans l'avenir, où l'humanité il a su résoudre ses problèmes, aller au-delà, fonder ou être partie de la Fédération des planètes, y aller reprendre la bonne parole, même pas, parce que c'est dans un concept très, très sain, c'est surveiller l'univers, etc. Bon, après, forcément, la série, c'est tout l'univers, on trouve tout et n'importe quoi, tout ce genre d'être, tout puissant, il y a des ennemis, il y a des guerres. Bon, l'univers, là, à ce jour, il est tellement vaste, comme je dis, en 14 films, 900 épisodes, donc il est grandi, il y a des comics, il y a des bouquins, il est poussé dans tous les sens, l'univers. Mais ça reste quand même un univers utopique. Ouais. Vraiment où l'humanité, en plus il avance, plus on voit qu'il y a des moments qui reprennent à peu près l'histoire, ou plus on s'approche de ce moment-là, parce qu'il faut dire que normalement les premiers contacts pour les Vulcains qui arrivent à la Terre se passent dans les 2065. On se rapproche. Ouais, c'est ça. Quand normalement la loi,
La directive du premier contact, c'est la Fédération des planètes contacte une civilisation les moments qu'il développe les moteurs warp, c'est-à-dire D'accord. capable de voyager au-delà de la lumière, donc d'aller au-delà de son système. Et là, il contacte pour les présenter qu'il y a un univers tout entier qui existe au-delà. Normalement, toutes les missions, Strange New Worlds, il a rajouté des autres couches, mais ça, je n'aurai pas le temps de parler, sinon on peut passer ici des heures et des heures et des heures. Eh oui, oui. C'est toutes les missions, ou presque toutes, sont toutes, en partant de la base de TOS, c'est des missions scientifiques. Forcément, il n'y a pas que des scientifiques, il y a des combats, des affrontements, etc. Mais c'est toujours ce côté recherche, découverte, un peu, je vais l'exagérer les traits, non, mais c'est comme l'Indiana Jones de la science-fiction, tu sais, ils sont toujours à la recherche, des découvertes, des trucs. C'est pas tout à fait un bon parallélisme, mais c'est pour l'idée, quoi. Oui, bien sûr. Ça se tient. Les séries actuelles, ils tiennent pareil. Discovery, c'est les mêmes concepts. Deep Space Nine, c'était différent parce que ça passait sur une base stellaire. Je ne sais pas si c'est dit comme ça en français, c'était un fixe. Et Voyager, et j'ai oublié Enterprise, pardon. Il y a la série Enterprise, que c'est la préquelle, parce que ça passe peu après qu'ils ont développé les moteurs Warp. D'accord. J'arrête de faire des geeks morts là. Et cette série, chaque fois que je la regarde, peu importe, même la nouvelle itération de Picard, où vraiment ils ont poussé les personnages un peu plus loin, à moi personnellement, ça me donne de l'espoir. En quelque sorte, tu sais, c'est dire, bon, il n'y a pas tout noir, c'est pas du tout une space opéra où il y a les méchants, les gros se foutent des sur la gueule. Oui, il y a des ennemis, mais il y a des guerres, ils font l'épée, ils deviennent des alliés. C'est les grands méchants de la TOS, ça devient pas forcément des alliés, bon, mais finalement ils deviennent des alliés, les fameux Klingons de la première, ils deviennent des alliés au fur et à mesure. Ils apparaissent après les Borg, qui c'est encore plus poussé, mais que finalement aussi, d'une façon plus compliquée, sur Discovery, il finit pour aider, non pas en Discovery, en Picard, il finit pour aider. Bon, jamais c'est tout blanc ou noir. Il y a des personnages malfamés, les personnages plus connus que c'est Khan, qui c'était dans des films. Là, oui, vraiment, on parle d'un méchant de film. Méchant, oui, bien sûr. Mais très particulier, il y a un méchant hyper intelligent, poussé, etc. Donc c'est une série qui, à différence de la science-fiction presque totale, je pense que si on cherchait, c'est sûr qu'on avait des bouquins de science-fiction dans ce sens-là. Mais Perry Rhodan. Hein? Perry Rhodan. Peut-être. La série, c'est une série allemande. C'est un peu le pendant. C'est un humain qui découvre qu'il y a d'autres planètes. Ça commence par une mission sur la Lune et après. Mais je crois qu'en France, il y a Willem qui en avait parlé. Je crois qu'en France, il y a 300 romans qui sont sortis. Mais je crois qu'en Allemagne, ça a commencé dans les années 60. Ouais. Et en Allemagne, ça sort encore. D'accord. C'est des romans qui sortent toujours. Ça fait partie, bon, ça a été, à ma connaissance, il doit y avoir peut-être des BD, mais c'est littérature. C'est de la littérature. D'accord. Et c'est dans la lignée un peu de ce que fait Star Trek, c'est un peu hard SF. Et c'est pas dystopie. Oui, c'est ça. C'est positif. C'est ça. Bon, il y a des guerres, il y a des Oui, non, mais c'est des guerres qui ramènent en façon. Dans les mondes de Star Trek, les humains, ils sont quand même boutillés la Terre, etc. Juste qu'à un moment donné, ils sont allés au-delà, ils sont laissés en arrière. Il a fallu qu'ils pètent la Terre. Oui, mais bon, après, ils l'ont récupéré quand même. Ils ont réussi à passer. Ils ont passé les caps, ils ont réussi à faire la paix avec eux-mêmes, la nature propre, ils ont réussi à aller au-delà. Il a à aller transmettre ses connaissances, ses bonheurs. Il sait toujours un rapport humain très,
très aimable, gentil. Et moi, personnellement, ça m'a donné des bonheurs Ouais. de voir une série ça m'a donné la pêche de voir qu'il y a ouais. des bons rapports, même si des fois il y a des dramas, il y a des histoires tristes, c'est pas juste à tout flower power, Oui, tout va bien sûr, bien, hein. tu peux pas. Mais c'est vrai que la base profonde de la série, c'est une utopie que même si ça se place très loin dans le futur, peut-être on pourrait rêver aussi d'être utopique, Ouais. à merde. C'est ça. Et, et avec cet épisode concret, parce que pour moi c'était la goutte que ça m'a fini De te convaincre. j'étais déjà archi convaincu, mais Ouais, ça appuie encore. ouais, voilà, je dis voilà, ça m'a manqué. Et cette saison, il m'a dit, je t'ai convaincu d'aimer Star Trek. Alors là, je suis 2 fois plus convaincu d'aimer Star Trek. Ouais. C'est pour ça que j'en parlais de cet épisode, que comme vous voyez, je ne parlais très brièvement parce que c'était une excuse pour parler de Star Trek, mais c'était très compliqué parce qu'on pourrait aborder plein de séries, d'épisodes, des personnages, des races, tout, il y a un sens profond, très cohérent dans l'univers qui se tient, même si des fois ils font des trucs, hein. Par exemple, entre les voyageurs et Star Trek, ils ont changé un peu les Klingons, etc., pour après revenir à comme ils étaient. Ouais. Bon, c'est des choix artistiques, pourquoi pas, des fois, mais cette côté, comme tu dis, cette côté scientifique, elle est toujours présente, hyper poussée et crédible, finalement. Oui, ouais, ça tient. C'est bon, tu Souvent, vois des ça tient la route, lumières, tu vois des lumières et des câbles qui se branchent, et tu te dis, ouais, un mort. Surtout les vieilles séries. Ouais, c'est Non, vrai. mais même les sexuels, Oui, ils ils sont ont pas gardé, différents. oui, Les ils ont seuls trucs, gardé, c'est qu'à la place d'avoir juste des trucs qui brillent, il y a des écrans qui sortent des numéros et des trucs. ça. Il n'y a que ça. On dit, oui, pour dépasser, on met des cristaux, machin, mes couilles que je viens d'inventer. Ouais. Donc, chaque fois, il pousse ça, mais d'une façon très bien menée. Et j'imagine qu'il doit y avoir quand même des scientifiques qui conseillent pour une Oui, cohérence. ouais. Parce que là, clairement, il Ils doit y ont- avoir certaines bases. Ils ont des intervenants, oui. Ouais, certaines bases à des possibilités, mais la plupart, c'est tout de C'est l'imagination, de quoi. l'extrapolation, ouais. Mais Des- basé sur de la science. Si, C'est-à-dire parce que qu'il y a des trucs qui ça s'aident. serait, Qui ça basent serait sur des probabilités, ça serait probablement probable. On va dire comme ça. On va le dire comme ça. Je ne suis pas sûr, mais, mais en tout cas, il les rend cohérents. Oui. C'est tout. Même cohérent et crédible. C'est ça. Mm. C'est comme on l'appelle les jours les suspensions d'incrédibilité. Oui. Il faut tenir un certain point où tu ne casses pas l'immersion. Et ça. tous les longs des Et séries. puis que toi, tu acceptes cette c'est ça. suspension. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut à un moment donné te dire que c'est de la fiction et qu'à un moment donné, laisse-toi porter, quoi. Oui, mais ça donne des débats comme les fameux. Et là, je parlais des Trekkies dans les mauvais côtés. Contre les fans de Star Wars. Ça, je m'en tape. La Sauf guerre, pour les films. La guerre ultime. Sauf pour les films. Comment s'appelaient les films que ça, c'est très bien. C'est lui qui. Il y a les fans qui vont voir les derniers films à Star Wars. Ils croisent des fans de Star Trek. Putain, ouais, je m'en souviens plus. Oh, Mais il est génial ce film. Ouais, c'est ça. Bref. Sans dire les films C'est un de vieux Kevin. film, ça. C'est années 90, non? Oui, 90, je pense. Il y a aussi, c'est à la sortie de La Menace Fantôme, en fait. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, vraiment, Au fin peu 90. après de la sortie de La Menace Fantôme, je Ouais. pense. Il y a aussi les films de Kevin Smith qui font des références archi connues à tout ce genre d'univers. Mais en revenant, les côtés tricky mauvais, c'est qu'ils allaient dire ah oui, parce que dans l'épisode Oui, non, mais là, il faut arrêter. 151, il dit que les cristaux machin, il sert à faire ça, mais là, il utilise autrement. Je m'en bats les couilles. Ouais, il faut Moi, je le crois. Je regarde, je le crois. Et comme je le crois, ça me va très bien. Ça te va. Ben oui, c'est le principe. C'est ça. Et des fois, on a besoin de séries qui te ramènent un peu au-delà. Même si j'adore les dramas, même moi, ça que j'écris, même les scénarios que j'écris pour les jeux de rôle, il y a toujours une charge émotionnelle, brutale, etc. Mais c'est bien avoir des trucs qui te mènent un peu de ce côté geek, mais
Oro des lettres. Ouais, ouais. Et je suis un geek, mais je ne vais pas finir me suicider parce que. C'est ça. Après, pour faire un parallèle, moi, il y a une série, alors c'est pas du tout c'est de la SF, mais pas comme Star Trek, mais dans l'ambiance, ça me fait penser un peu. C'est Stargate, la Oui, série. ouais, mais là, il y a quand même le côté américain, Oui, guerre, après, oui. conquête. Mais Mais j'adore. Hein, c'est pas une dystopie. Par moment même, c'est plutôt. Ils essayent d'être. Alors, c'est pas positif comme le peut être Star Trek, mais j'ai pas l'impression que ce soit dystopique. Ben, pour les Après, il y a les civilisations guerres. qui s'arrivent, quand même, oui, parce les qu'ils guerres. sont presque toutes les civilisations qui découvrent, ils sont menés pour des dictateurs, quoi. Oui, c'est vrai. Mais moi, je parle du côté de l'équipe Stargate, un peu comme Non, c'est des militaires américains. ça. Oui. Oui, mais ils sont Non, mais censés attention, représenter. j'adore. Hein, Ils sont j'adore censés représenter. j'adore Monde Libre. l'univers Stargate et j'attends encore un reboot Mais, digne de ces noms. Mais dans mon souvenir, ça faisait l'ambiance des épisodes était pas mauvaise. Non, 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 non. Il y a eu arrivé de ce côté, c'était. Mais on était plus dans les schémas. Bon, après, c'est plus, pas utopie, voilà, c'est pas Ah. une utopie comme Dans les peut-être schémas Star Trek. d'aventure qui répètent. Voilà. Mais il y a le côté scientifique Ouais. aussi qui est mis en avant. Alors, pas comme. Non, mais c'est mais crédible il y à a le chaque fois. scientifique, il y a le médecin. Mais il y a- après, c'est un peu comme les mangas, et chaque fois, ils trouvent Ah les oui, nouveaux. oui. Ça va de plus en plus loin. Hein. C'est les 8e chaudrons, les C'est ça. 9e chaudrons, les 10e. Maintenant, C'est ça. on encadre. Parlons pas dans son série, la série qui a tué Stargate, c'est Stargate Universe, pour Malheur. Ouais. Parce que moi, Elle j'avais. était pas si mal que ça, hein, en Non, fait, hein. c'était pas si mal que ça, avec des bons acteurs qui En jouaient plus, dedans. ouais, les acteurs étaient. Ouais. Il y avait- Mais ils c'est sont. celle où il y a Robert Carlyle. Oui, 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 mais ils ont voulu trop changer les concepts Ouais. et je pense que Les gens ont pas ça n'a suivi. pas marché. Ça va marcher et pourtant Stargate Atlantique, ça a Atlantis, marché. c'était pas mal. Ouais. Mais on était en train de parler Star Star Trek. Trek. Non, mais c'était parce que tu parlais d'autres liens avec des Oui, 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 non, utopies, mais Star tu Trek, pensais à ça. Star Trek, c'est parce que me donne assez de bonheur. Ça me Oui. l'a toujours donné. Euh, Parce que même si j'ai un côté nostalgique, parce que j'ai grandi avec Next Generation, et vraiment, là, si je n'ai pas vu les 176 épisodes, T'en as je loupé dois être à 4. 150. T'en as loupé 4. Voilà, vraiment, je suivis toute la série, tout le temps. Et après, plus tard, je vu la suite. Et maintenant, avec Discovery et Strange New World, je m'éclate. Je retrouve cette envie de voir cette série de science-fiction un peu poussée. Là, si je veux faire une comparaison qui n'est pas comparable, mais je regarde en parallèle Fondation, que j'adore, je kiffe ça qu'ils sont en train de faire, même si c'est loin, il y a beaucoup de bouquins. C'est de la art sci-fi, mais c'est art, Là, c'est art poussé. sci-fi. c'est vraiment, on pousse très loin les Vas-y, bouchons. bouffe. J'adore voir ça, je m'éclate, c'est l'histoire que ça, je garde. Mais pour chercher un peu des pêches, je vais chercher Star Trek. Bah, Tu sais ce que je veux dire? ouais. C'est un peu cette relation, c'est une relation extrêmement personnelle. Oui, bien sûr. Et que ça fonctionne en moi et que je tenais à signaler. Voilà. Il y a vous expliquer. Si ça vous sert, tant mieux. Et voilà. Si tu as un truc à rajouter. Non, à un moment donné, j'ai fait un lien osé dans ma tête avec Wall-E, mais je sais pas comment j'en suis arrivé à Wall-E par rapport à l'utopie, parce que c'était Oh, Wall-E, c'est quelque pas une part- utopie, non? C'est une dystopie. Hein. comment ils vivent. C'est Enfin, une- à la fin, ça finit par une utopie. Ouais, C'est-à-dire que mais le début. les vaisseaux, c'est une dystopie complète. Non, mais c'est pas. Oui, je sais pas. Je sais comment j'ai fait le lien. C'est parce que tu as parlé de la planète Terre qui a été pétée par les humains et après ils ont réussi à revenir. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un lien Ah. avec Non, Wall-E mais ils sont dans ma jamais tête. partis en fait, hein, dans Star Trek. Ouais, oui. Ouais, bon. Bon, voilà, C'était on osé, tient, c'était osé. on tient nos créneaux, on va finir sur presque 2 heures. Ouais, je- on a je été pense trop que- court. On a été trop rapide. Non, mais je pense qu'on va concilier que moins de 12 heures, on est incapable de le faire. Ouais, bah ouais, mais c'est bien. C'est ça. C'est bien. Donc, digresse. en tout cas, à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, merci beaucoup.
Et comme d'habitude, je te laisse les mots de la fin. N'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Et voilà, et au mois prochain. Au mois prochain. Ciao. Ciao.